Mesdames et messieurs, nous vous saluons bien bas en direct de Planet Toméo. J'ai ce soir le grand plaisir de vous présenter mon ami et complice, le docteur de l'Épine, qui va pouvoir vous parler de la liberté de soigner. Et ce que vous risquez d'apprendre ce soir, croyez-moi, ça va leur foutre la gerbe, je pense. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc déjà, Nicole, merci d'être là ce soir avec nous. On a aussi deux invités sur le plateau que notre réalisation va vous présenter, peut-être. Les voici, pouf, voilà. Je vous laisse se présenter tout seul comme des grands. Bonjour, docteur Arroja, médecin radiologue, médecin praticien et médecin homéopathe à Genève. Bonjour, docteur Goudard, médecin homéopathe à Genève. Impeccable, merci de vous être présentés tous les deux. Je pense que vous pourrez non seulement poser des questions, mais nous donner aussi un petit aperçu des pratiques en Suisse en ce qui concerne les malades qui ont des cancers, comment on les place dans le circuit, etc. Ça sera très intéressant de découvrir. Alors, parallèlement à ça, vous qui nous écoutez aujourd'hui en direct, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions. Dans un instant, sur les diapositives, on va vous passer l'adresse de Skype. Ceux qui l'ont déjà, c'est-à-dire nommément mes étudiants, auront vaguement un petit peu la priorité pour pouvoir s'exprimer, dans le fond, mais bien sûr, tout le monde est prié de pouvoir donc jouer des questions à partir du moment où nous aurons fini la projection des diapositives, je crois. Puis on commencera déjà entre nous, peut-être ici sur le plateau, à poser quelques questions et à largement discuter entre nous. Et après, si vous avez le Skype, je vous donnerai l'adresse pour vous connecter. Et si vous avez un petit peu d'éclairage correct, ça sera sympa, vous interviendrez directement sur le plateau de façon virtuelle, ça va être très sympa. Voilà, puis donc sinon pour commencer l'émission, il faut quand même que je vous annonce deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on a découvert une exoplanète de la taille de la Terre qui est habitable, donc je pense qu'on va pouvoir aller les infester, ça va être sympa. On pourra exploiter leurs ressources et tout ça. L'autre nouvelle, c'est le décès de M. Servier, le grand serviteur de l'humanité, l'inventeur du Mediator. Et on aura du coup surtout une pensée pour les 8000 victimes à ce jour qui, bien entendu, ne seront jamais dédommagées le moindre centime. Ou alors je me trompe peut-être, Nicole, il y a de l'espoir pour ces gens? Je ne sais pas, puisque les gens qui ont été victimes de la vache folle, apparemment il vient d'y avoir un non-lieu, donc bon, les nombreuses victimes du Viots en France, elles n'existent pas parce qu'il y a quand même une frontière Tchernobyl qui marche très bien chez nous, donc je n'imagine pas que ceux-là seront plus Voilà. indemnisés que les autres. On en arrive à faire du mur noir, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est des fois la seule façon de montrer notre désespoir. De survivre. Voilà. Alors, bah, écoutez, du côté de la régie, on va pouvoir y aller. Schlack, sans transition, ou presque. Le combat pour la liberté. Nicole, moi, je disparais. Je te laisse. Non, reste avec nous. Non, bah, merci, Edouard, beaucoup de me donner l'opportunité de discuter, de parler avec les auditeurs et les téléspectateurs et les collègues sur le plateau du combat pour la liberté de soigner et la dignité de soigner, parce que ça devient vraiment un problème absolument dramatique. On a l'impression qu'on était dans une société avec une certaine liberté qu'on avait peut-être conquis après Nuremberg, après la période du fascisme, et donc dans les années 68 où j'étais encore fort jeune, on disait il est interdit d'interdire. Bon, ça paraissait peut-être un peu excessif, mais maintenant on est passé dans l'excès contraire et en fait on n'a plus le droit de choisir les meilleurs traitements pour ce qui revient à la santé, mais malheureusement je crois que ce n'est pas que dans le domaine de la santé. Bon, on n'a plus le droit de choisir les meilleurs traitements pour nos patients en fonction des données acquises de la science. On a des règles qui sont imposées par effectivement des pyramidions, ça vient la hiérarchie qui vient d'en haut, et ces règles qu'on pourrait penser être intéressantes parce qu'à la limite on pourrait se dire que c'est peut-être les meilleurs traitements qui sont imposés à tout le monde, ne le sont évidemment pas sur des raisons médicales mais bien sur des raisons financières. Voilà. Oui, et ça rappelle quelque chose effectivement, puisque tu cites l'histoire qu'on a déjà vue. Soldat allemand ne pense pas, le Führer pense pour toi. Oui, c'est exactement ça. Clairement, bon, on le répète de réunion en réunion et maintenant il est clair que quand même il y a de plus en plus de patients qui confirment, qui ressentent ça, et de médecins qui disent qu'effectivement c'est leur vécu, même s'ils n'osent pas toujours le dire très fort. On est complètement robotisé, les médecins sont robotisés, les malades sont réifiés, on devient des objets auxquels on doit appliquer des examens complémentaires qu'on doit leur imposer, des traitements qu'on doit leur imposer, des essais thérapeutiques qu'on doit leur imposer. Et là-dedans, nous, soit on plie les chines et tout va bien,
soit on ne le fait pas, et à ce moment-là, on est dans des services complètement harcelés, avec tout grignoté en nombre de moyens, de médecins, de malades, etc., et du harcèlement permanent qui fait que, évidemment, dans la plupart des cas, les services ferment, ils disparaissent, et ne restent que les gens qui acceptent d'être robotisés. Voici, ça c'est pour vous donner un petit aperçu du programme. Et vous voyez que moi qui quotidiennement bouffe de l'allopathie, je précise du système, donc de l'allopathie, mais rarement des allopathes, je tiens quand même à signaler le courage de Nicole, puisqu'elle a les yeux grands ouverts sur cet édifice monstrueux et pourri qu'est la médecine classique. Vous allez en avoir un vague aperçu aujourd'hui. Donc pour les personnes sensibles, je vous préviens, prenez des antinauséeux, c'est l'occasion. Pour les autres, ma foi, serrez les crocs, parce que ça va être difficile à déjà entendre ce que vous allez entendre. Et je voudrais simplement vous faire savoir quand même qu'on a ce soir une très grande dame avec nous, et vous allez vous dire, ma foi, pour une seule Nicole de Lépine, combien de médecins ont la conscience et surtout le courage de dire ce qui se passe. Donc là, ça laisse à réfléchir et ça donne froid dans le dos. Merci de l'ouverture aussi, parce que je suis ici sur Planète Homéo, et moi je suis une allopathe, je fais de la chimiothérapie, tout ce qui est plus classique, de la médecine académique, tout ce qui est plus classique, et justement c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on veut nous faire disparaître, parce que bon, il faut pas qu'il y ait une voix discordante ou quelques voix discordantes dans notre système. Et comme on en est une et qu'on prétend, avec notre grand âge et l'expérience qu'on peut avoir depuis 40 ans, on fait de la chimiothérapie et des traitements des cancers, utiliser les traitements des cancers qui sont éprouvés et démontrés efficaces, et on ne veut pas y renoncer pour laisser la place à des essais thérapeutiques qui donnent moins de chances de guérison aux patients. Et c'est surtout cet impératif de choix qu'on ne donne plus aux patients, contre lequel on combat. On n'a rien contre les essais thérapeutiques quand ils sont justifiés, quand il n'y a rien de mieux à proposer, etc. Pourquoi pas, et on peut en discuter. Mais qu'on impose de mettre les gens dans des protocoles d'essais thérapeutiques ou même dans des protocoles standardisés, même quand ce n'est pas des essais, alors qu'il y a des schémas de traitement qui sont bien adaptés, individualisés, où on donne exactement la dose qu'il faut au patient qu'on a en face de vous, en fonction de ses antécédents, en fonction de son histoire personnelle, en fonction de sa maladie, en fonction de sa réponse au traitement aussi. Il nous semble que c'était ça la médecine d'Hippocrate, et on a envie de continuer à ce qu'elle ait le droit d'être exercée, on a envie qu'elle continue à être enseignée, parce que le problème actuellement, c'est qu'on ne l'enseigne plus. On dit les gens ne réagissent pas, mais les jeunes médecins sont formateurs, on ne leur a jamais proposé rien d'autre. En fait, on leur dit, même la littérature qui date de quelques années, on dit c'est ringard, moi j'entends dire des choses extraordinaires, du genre ouais, tu te traites avec des vieux médicaments qui datent de 30 ans, mais grand Dieu, s'ils sont efficaces, pas toxiques, dont on sait qu'ils n'ont pas donné l'effet du Mediator ou d'autres. C'est mieux que des médicaments dits innovants qui éventuellement, dont on ne connaît pas les effets type Mediator qui seront dans 10 ans, ou même avant, et dont on ne connaît pas l'efficacité. Donc il faut que dans les maladies où il y a des traitements qui marchent, qui sont connus, dont on connaît, où on peut peser bénéfice-risque, voilà, vous prenez tel médicament, vous avez tel ennui, et vous avez tant de chances de guérison, il faut que nos patients aient le droit à avoir ça. C'est le minimum vital du droit du patient au choix de son traitement, qui avait vraiment été un principe du Code de Nuremberg, qui a été repris par les conventions d'Helsinki et toutes ces conventions qui se réunissent très régulièrement, et sur lesquelles manifestement on écrit des choses bien et gentilles et on n'applique absolument plus dans la réalité quotidienne. Le consentement éclairé, pour l'instant, c'est quand même un miroir aux alouettes, pour être poli, pour les patients. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir y aller dans ce cas-là. On va passer à la diapositive, les enfants. Ah, nous avons déjà une question. Déjà une question, allez-y. Je voudrais juste que vous vous présentiez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne vous connaissent pas ou qui ont vaguement entendu parler de vous. Donc, brièvement nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, ça nous permettra de mieux comprendre votre légitimité à intervenir. Écoutez, oui, merci. Écoutez, moi je suis oncologue pédiatre. J'ai fait un internat de pédiatrie, puis j'ai fait 7 ans de clinica de pédiatrie à l'hôpital Hérol. J'ai fait toute ma carrière depuis le chef de clinique et l'assistance publique hôpitaux de Paris, ce qui n'est pas spécifiquement des endroits cachés et clandestins. Après j'ai été nommée médecin des hôpitaux en 1980, et vers cette époque-là j'ai rencontré le professeur Georges Mathé, qui était un grand hématologue qui a inventé
la greffe de moelle qui a sauvé des Ça, gens qui c'était- avaient été irradiés. C'était encore la classe. C'était encore la classe, absolument. Et en fait, lui avait repéré mon époux Gérard de Lépine parce qu'il était, lui, un des premiers à faire de la chirurgie conservatrice en France, enfin, à la développer de façon importante et à ne pas supporter qu'on ampute plus de 3% des patients. Donc ça avait intéressé beaucoup le professeur Maté, qui avait donc invité Gérard à venir s'occuper de ses patients atteints de tumeurs osseuses ou sarcome des parties molles, enfin tout ce qui est orthopédie tumorale. Et donc, progressivement, on est rentré dans l'oncologie pédiatrique comme ça, suite au fait que le professeur Maté voulait qu'il y ait une diversité de la réflexion en oncologie pédiatrique. Bon, il avait monté plus ou moins, lui, l'Institut Gustave Roussy, donc c'était son enfant, donc c'est pas qu'il était contre, mais il disait c'est important qu'il y ait plusieurs équipes qui réfléchissent un peu autrement, avec des médicaments un peu différents, enfin exactement le contraire de ce qu'on est en train de faire maintenant. Et donc, il nous a effectivement demandé de prendre ces malades atteints de tumeurs solides en charge, avec donc dans l'hôpital où nous étions à Hérol, qui est un hôpital universitaire. J'avais un patron, un agrégé, 4 chefs de clinique, 3 internes. On ne faisait pas de médecine clandestine comme on nous l'a après reproché. Pas du tout, on publiait beaucoup dans les congrès internationaux et donc on s'est aperçu, on a d'abord entré nos patients dans les essais thérapeutiques sur le plan médical, donc Gérard faisait la chirurgie conservatrice et on nous avait dit rentrez-les dans les essais que sont en train de mettre en route les ERTC. Donc on a fait ça, puis on a vu quand même que rapidement, sur 2 ans à peu près, on va dire 1984-86, que vraiment les patients n'avaient pas de bons résultats et qu'on voyait des métastases arriver très vite et un pronostic de survie qui n'était pas plus de 4 sur 10. Et moi je disais, c'est quand même très très dur. Hein. Donc à ce moment-là, on était encore jeunes et on pensait que bêtement, comme médecin, on avait encore le droit de penser, quelle illusion. Mais on l'a fait, et de lire la littérature internationale. Donc on s'est mis à lire la littérature internationale très en détail, on s'est mis à aller dans les congrès internationaux parlant de cette tumeur-là. On a découvert, par exemple, parmi d'autres, mais quand même quelqu'un d'assez fantastique, qui est le professeur Gérald Rosen, qui est au mémorial de New York, a mis au point déjà entre 1975 et 1980, après avec Norman Jaffe aussi, qu'on a rencontré, le formidable professeur Norman Jaffe, et d'autres, et le professeur Gérassi. Bon, tous ces gens-là avaient mis au point des traitements de chimiothérapie classique, mais adaptés aux patients. Enfin, je dis classique par rapport à maintenant, mais adaptés aux patients, c'est-à-dire qu'on essayait de donner la dose qui entraînait une réponse sur la tumeur. Et vous voyez, je mets ça à l'imparfait, c'est tragique. C'est tragique, je suis en train de le raconter à l'imparfait quand même. Quand vous avez une grosse tumeur du genou, si vous lui mettez de la chimiothérapie et continue à grossir et qu'on répond comme on répond souvent aux parents, et de cette époque-là, c'est le protocole, hors du protocole, point de salut, c'est comme ça, les gens ils trouvaient que c'était pas normal et nous non plus. Donc effectivement, si ça répond pas, on augmente la dose de chimiothérapie ou on change, enfin bon voilà, mais on réfléchit en fonction du patient, le monsieur que vous avez l'enfant que vous avez en face chez vous, et pas une statistique internationale. Et on n'est pas là pour répondre à une enquête statistique, mais on est là pour guérir des patients. Enfin, moi, bêtement, j'avais fait médecine dans cet esprit-là, et d'autres aussi. Donc, nous avons, avec notre petite équipe, développé ces traitements qui étaient déjà publiés. On a essayé de les adapter, les améliorer, mais on a pris ces traitements publiés. Et donc, on s'est mis effectivement à publier sur ces tumeurs-là et à montrer que, effectivement, très rapidement, on s'est aperçu que les résultats publiés par les équipes telles que celle de Rosen aux États-Unis ou de Heiss pour une autre tumeur étaient exacts, c'est-à-dire que ça tournait plutôt autour de 80-90% de chances de guérison que les 40% que nous donnaient les essais thérapeutiques de cette époque-là. Donc on a dit on en sort. Bêtement, on a dit on en sort et on se met à donner des traitements déjà publiés, des traitements standardisés. Et dès ces années, quand même, 1986, je me souviens d'un grand patron de radiothérapie parisien que je rencontre dans un congrès à Budapest et qui me dit « Ah, c'est toi qui fais de l'oncologie clandestine ?» Ah, mais je dis « Attendez, moi je suis à la Paix Paris, assistante publique hôpitaux de Paris, hôpital universitaire, j'ai un agrégé, je suis nommée, je suis titulaire, j'ai des chefs de clinique, etc. » Alors, je dis dans le genre clandestin, c'est quand même curieux. Donc ça a commencé très tôt en oncologie pédiatrique. Ça n'a pas commencé aussitôt en oncologie adulte, mais en oncologie pédiatrique, c'était très très tôt que les puissants, on va dire, du domaine, c'est-à-dire ceux qui dominaient la Société française des cancers d'enfants, qui s'appelait la SFOP à l'époque, Société française d'oncologie pédiatrique, qui est une société
savantes, enfin dites savantes, comme ces sociétés s'autoproclament savantes, avaient déjà très tôt décidé qu'il fallait que, comme il n'y avait que 2500 enfants atteints, enfin que, pardon pour ces enfants-là, mais c'est ce qu'ils disent, comme il n'y en a pas beaucoup par rapport aux 375 000 cancers adultes, ils disaient il faut tous les rentrer dans les essais thérapeutiques, sinon on ne va pas pouvoir progresser. Sauf que depuis, les progrès se sont faits avant, entre les années 60 et les années 90, on est passé dans le monde, enfin dans le monde riche, si j'ose dire, anglo-saxon et européen, on est passé de 20% de chances de guérison des tumeurs solides de l'enfant et des leucémies d'ailleurs, à 80, 75, 80% de chances de guérison, enfin de guérison au sens, c'est-à-dire que 15 ans après, ils viennent vous voir avec leur gamin, parce que souvent on me dit que ça s'appelle la guérison. La guérison, les gens qui sont plus malades, bon, ils ont éventuellement pour certains quelques séquelles, mais bon, ils ont une vie normale, ils n'ont plus de médicaments et ils ont des enfants éventuellement, voilà. Bon, et on était quand même arrivé à 70-80% dans les années 85, et ensuite, il n'y a eu quasiment plus aucun progrès depuis qu'on a de plus en plus rentré ces enfants dans des essais thérapeutiques. Et le problème des essais thérapeutiques, c'est que c'est d'abord, a priori, on ne sait pas les résultats, ils ne seront jamais que dans 10-15 ans par définition, ça doit apporter quelque chose de nouveau, donc on ne peut pas dire aux gens, c'est le traitement, on leur raconte, c'est le traitement standard, tout le monde fait pareil en Europe, etc. Ben non, ça ne peut pas être le traitement d'un essai thérapeutique par définition, c'est pour l'avenir. Donc ça ne peut pas être le traitement de référence. Le traitement de référence, c'est le meilleur traitement éprouvé, publié. Donc ça, c'est quand même important. Donc ça peut être un bon essai thérapeutique, pourquoi pas, ça peut arriver, mais néanmoins, il faut que tout le monde puisse le faire. Donc c'est forcément quand même le plus petit dénominateur commun pour que ça soit adaptable par tous les médecins de partout, pas forcément hyper spécialisé dans toutes les tumeurs. Il faut que ça soit pareil pour tous les enfants, enfin au moins la moitié. Et donc, évidemment, il faut apporter quelque chose de nouveau dont on ne sait pas du tout si ça sera bien ou pas. Donc il faut renoncer à ce qui marchait. Par exemple, les schémas de traitement de Rosen ou de Hayes pour les tumeurs solides, pour les tumeurs osseuses, ils sont quelque part abandonnés, même s'il y a un certain nombre de ce qu'ils avaient apporté qui est dedans. Mais voilà. Et donc, en gros, il y a une diminution des chances de guérison. Et nous estimons qu'il n'est pas éthique de proposer aux parents d'enfants atteints de ce type de traitement, de maladie, de tumeur, de dire c'est le seul traitement, l'essai thérapeutique en cours, tout le monde fait pareil et donc c'est ce qu'il faut, qu'il n'est pas éthique. Et d'ailleurs, c'est la loi Hurier, qui est la loi de 88 sur les essais thérapeutiques chez les enfants, ou tout simplement encore en remontant au code de Nuremberg, dit bien que le choix doit être éclairé, véritablement éclairé, c'est-à-dire qu'on doit donner aux parents voilà, les résultats des examens, des traitements publiés, précisément, et voilà le projet qu'on vous propose, l'essai thérapeutique en cours. Et ils doivent avoir le choix, et évidemment, ils doivent avoir le vrai choix, c'est-à-dire, voilà, ça sert à un gars, ça sert à rien, c'est dépassé. Il faut leur montrer les publications, et puis après leur dire, nous, on vous propose ça. Bon, et s'ils choisissent l'essai thérapeutique, aucun souci, c'est leur droit le plus complet. Mais par contre, si on leur dit qu'on ne peut pas faire autrement, que personne ne fait autrement, ça devient de la manipulation. Et c'est de ça dont on voudrait sortir, c'est ça notre combat, et c'est pour ça aussi qu'on nous combat. Et on nous combat tous dans le même sac, parce que dès qu'on cherche à penser tout court, même pas penser différemment, mais penser, on se retrouve forcément dans le caniveau, nous autres. Mais vous mesurez, vous qui nous écoutez, à quel point la situation est en train de devenir très grave, parce que si on prend un minimum de recul philosophique, on se rend compte qu'on est en train de renoncer à toutes les avancées qu'on a obtenues avec le sens critique, la raison, le siècle des Lumières, Descartes qui place le sujet pensant au centre de la scène, en abandonnant délibérément notre libre choix et la faculté qu'on a tous avec notre esprit critique de nous faire une opinion fondée ou pas, au profit de statistiques qui sont brillamment manipulées dans le sens que vous voudrez. C'est ça, la statistique n'est qu'un moyen, c'est comme l'informatique, c'est comme, voilà, c'est comme un fusil, si on ne s'en sert pas, il tue personne. Les statistiques, si on s'en sert intelligemment, elles peuvent nous aider. Si on leur fait dire ce qu'on a envie de nous dire, elles peuvent effectivement tuer beaucoup de patients. Mais ce n'est pas le moyen qui est responsable, c'est que le moyen est devenu le but. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement les chercheurs ont pris la place des médecins,
Quand vous allez dans un congrès international et que vous dînez à côté de collègues ou dans la table d'à côté, vous entendez toujours cette réflexion qui nous a tellement à la fois fait sourire et fait très très peur. C'est « Oh, t'as vu, il est bien celui-là, il est drôlement bien ce jeune médecin. Hein. Il arrive à intégrer beaucoup de gens dans les essais thérapeutiques, à inclure beaucoup de gens. Il est drôlement bien, il arrive bien à convaincre les gens. » Je veux dire, est-ce que... Bon, très bien, bon, ça peut être une qualité de chercheur, mais c'est pas ça être un bon médecin. Un bon médecin, pour moi, c'est quelqu'un dont les gens, ils ressortent de leur cabinet, ils sont rassurés, ils vont mieux, ils savent qu'ils sont bien pris en main, que même s'ils ont une maladie grave, on va faire ensemble tout ce qu'on peut pour les sortir de là. S'ils ont un gamin qui est malade, on va faire tout notre possible et notre impossible pour le guérir, même si on n'est pas le bon Dieu et si on ne fait pas de miracle. Mais au moins, il faut un bon médecin, c'est quelqu'un dont on sort du cabinet de son médecin, on se dit, bon, ça va, je suis plus tout seul, c'est une guerre qu'on va mener ensemble. C'est pas le chercheur qui est inclus dans un essai thérapeutique et qui vous dit au suivant. Je veux dire, c'est pas possible, c'est plus... Mais c'est gravissime parce qu'effectivement, nous, c'est caricatural parce qu'on est en médecine académique, hein, le service dont je suis responsable, l'unité dont je suis responsable, et que vraiment, on voudrait vraiment nous faire disparaître très très vite, hein, en particulier à l'occasion d'une retraite pour le grand âge, et l'administration le bloque, évidemment on ne peut pas poursuivre, mais c'est l'occasion de faire disparaître une unité, comme ça avait été l'occasion d'essayer de la faire disparaître quand mon patron est parti à la retraite en 98, d'ailleurs c'est à chaque fois la même rengaine. Mais on est en médecine académique, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que même en utilisant des schémas de traitement qui ne sont pas du tout extraordinaires, des choses publiées avec des médicaments qui ont l'autorisation de mise sur le marché, etc., même là, on nous mène une guerre, on est le diable à abattre. Alors vous imaginez effectivement tous les gens qui ont d'autres idées pour lesquelles moi je n'ai pas de compétences, mais pour lesquelles il n'y a aucune raison de ne pas avoir d'ouverture, parce qu'il n'y a pas une vérité et puis les autres, c'est rien. Alors je pense probablement à vous, effectivement les homéopathes sur la place de Paris ont sûrement du mal à vivre, mais à toutes sortes de médecins qui essaient simplement à vivre, j'entendais même psychologiquement, quoi, parce qu'on se fait vraiment démolir. Bon, moi j'ai rencontré quand même toutes sortes de médecins généralistes ou spécialistes en ville qui sont persécutés, mais de toute façon ils ne peuvent même pas finir de d'exercer, quoi. Ils ont un cabinet la moitié du temps en Espagne ou ailleurs, parce que la moitié du temps ils sont interdits par l'ordre. On ne peut pas raisonner la médecine comme ça dans un pays qui se dit démocratique, ou alors si on est dans un pays en dictature, si ce n'est militaire, mais en tout cas intellectuelle, il faut que les gens le sachent, que les gens en aient conscience, que les citoyens qui vont chez leurs médecins savent que leurs médecins sont plus libres de faire ce qu'ils peuvent le mieux pour eux, même s'ils le voulaient, même s'ils avaient encore une certaine compétences qu'ils ne vont plus avoir bientôt, puisqu'on ne va plus leur apprendre que d'appliquer les référentiels. Et c'est justement ça le problème, parce que la question d'après, ça va être il faut les former, ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils ils sont plus formés. Ils sont maintenant préformatés, prémâchés, ils sont bien cadrés comme il faut. Est-ce qu'il y a encore des gens qui, en sortant des études de médecine, disent je suis là parce que j'ai la vocation de soulager mes semblables. Tu as trouvé ça en sortant des Ce que j'ai trouvé, c'est des médecins désespérés. Alors, il faut quand même dire à la population en général qu'il y a quand même 2 fois et demi plus de suicides chez les médecins. En tout cas en France, je sais pas, un peu ailleurs aussi, je crois, que dans la population générale. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, parmi tous les gens qui ont fait médecine, pour le patient, pour le contact humain, pour le colloque singulier, pour tout ce qui fait la vie agréable, profonde de ce métier, il y en a quand même beaucoup qui, en se taisant, ils se taisent parce qu'ils ont peur des ennuis, mais ils deviennent froides. Alors ils se mettent une espèce de protection, ils deviennent froids et désagréables. Les gens disent mais il ne me parle plus, il ne me saurait plus, qu'est-ce que c'est de ça? Mais bon, c'est le pré-burn-out, l'épuisement professionnel. Donc, moi, ce que j'ai... Donc, ça, il y en a beaucoup. Hein. On dit toujours que dans les centres anticancéreux, il y a des terrasses qu'on ferme aux malades, mais qu'on ferme aussi aux médecins. Donc, ça, il y en a beaucoup. Et puis, il y a des jeunes médecins qui arrivés de l'étranger, comme on en a beaucoup, donc qui arrivent avec une espèce d'autre formation. Je pense à quelques médecins tunisiens en particulier qui arrivent en pensant qu'ils vont apprendre la technique, etc., qui sont contents, ils vont dans les grands centres, etc. Puis au bout de quelques mois, ils n'en peuvent plus.
Ils n'en peuvent plus de voir cette déshumanisation qu'ils ne s'attendaient pas à trouver chez nous en France, où on avait quand même la réputation d'avoir un bon système de santé et un système humain. Donc je crois quand même qu'ils ne sont pas tous forcément formatables. Ceci dit, ceux auxquels je pense n'avaient pas fait les études en France. Donc peut-être qu'ils ont été quand même formés encore de façon un peu plus humaine ailleurs. Et ils arrivent chez nous, là, on leur met des kilos de technique, ils ont des machines, là, des ordinateurs avec les protocoles. Là, vous avez un cancer du poumon avec un ganglion là, machin. Ah ouais, ça fait protocole machin, toc toc. Au revoir, merci. Oui, on va en discuter à la réunion en concertation pluridisciplinaire où évidemment ils sont pas, où le malade n'est pas, où le médecin référent n'est pas non plus, et où on discute d'une espèce d'abstraction qui s'appelle patient, qui est une chose quelconque qui se permet d'avoir une chose dans son poumon ou ailleurs, et cette chose, on va lui appliquer une autre chose qui est un protocole d'essai thérapeutique. C'est pas de la médecine, c'est de la robotisation, et il est évident que ça ne peut pas durer comme ça. Oui, mais je t'interromps, mais toute la médecine actuellement est basée sur un matérialisme effréné et qui est soutenu par une vision complètement réductionniste des choses. Je veux dire, le réductionnisme a payé en physique, on peut casser des électrons, casser des protons, et encore, on peut supposer que... je n'irai pas jusque-là, je suis incompétente, mais je n'irai pas forcément jusque-là non plus. Mais sur le plan médical, c'est quand même absolument effrayant de voir qu'on est vu comme un ensemble de réactions chimiques, des cellules qui vivent les unes à côté des autres, et finalement ce qui est dérangeant, c'est le patient au milieu de ça, parce que le patient de temps en temps, il se plaint. Ouais. Ah ben non, mais ça c'est bien, il se plaint parce qu'il se plaint, c'est bien, parce que du coup on va pouvoir... Non, on va pouvoir parler que de la douleur. Ouais. On va essayer de faire croire qu'on est humain en s'occupant de sa douleur. Puis aussi, il ne faut pas qu'il souffre trop longtemps. Donc, on va favoriser l'euthanasie aussi. Ça va montrer qu'on est humain. Donc, on est robot, puis on s'occupe de la douleur, ou à peu près en même temps, on s'occupe de la douleur pour essayer de faire une espèce de mayonnaise et de faire croire aux gens qu'on est encore humain. Mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, les gens, je suis désolée, moi, les gens, quand ils viennent nous trouver, ils veulent bien qu'on leur soigne leur douleur, mais ils ont peut-être surtout envie qu'on leur guérisse leur cancer. Si ce n'est surtout, au moins autant. Et on arrive à leur faire dire que ce qu'ils préfèrent, c'est quand même finalement qu'ils ne souffrent pas. Non, bon, quand j'ai des parents qui me disent « ce que je veux surtout, c'est que mon gamin ne souffre pas », je me dis c'est qu'il a quand même été bien conditionné. Il doit me dire, les parents doivent me dire ce que je veux surtout, c'est que vous fassiez le maximum pour que mon gamin y vive, pour qu'il vive bien, pour qu'il ne soit pas amputé, pour que machin. Et puis en même temps, essayer évidemment bon, d'accord, qu'on ne le fasse pas souffrir en même temps. Mais quand ça devient leur seul but, c'est qu'ils ont été quand même drôlement bien formatés aussi, parce qu'on formate les médecins, mais on formate les familles, on formate le personnel, et on devient, j'allais dire une société de robots pensants, mais j'allais dire trop, parce qu'on n'est pas une société de robots pensants, on est une société de robots. C'est gravissime. Parce que la médecine classique, du coup, ça roge le droit de vie ou de mort sur le patient. C'est la médecine qui détermine quand on va vous faire crever. On a une question, je crois. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'après tout, qui a intérêt à vraiment transformer cette médecine en médecine comptable et en médecine déshumanisée? Pourquoi les médecins sont aussi passifs? Pourquoi on est arrivé à accepter tout ça? Est-ce que vous avez une idée? Tu veux répondre? Nous répondons. Moi, j'ai mon idée, mais c'est moi, toi, je pense que la médecine n'est qu'une petite part de la transformation de notre société complètement orientée sur le capitalisme financier. Et tout est réfléchi en fonction de ça et a été très bien organisé il y a 40-50 ans par les écoles de commerce, les écoles de politique, etc. aux États-Unis qui ont formé nos politiques et qui ne réfléchissent qu'en fonction de ça. Je crois que la médecine, malheureusement, n'est qu'un exemple. Bon, c'est celui qu'on connaît le mieux, donc moi. C'est celui-là dont on vous parle. Mais bon, à chaque fois qu'on discute comme ça à l'occasion d'émissions, il y a des gens qui viennent vous dire « mais dans mon domaine, c'est pareil, dans l'éducation nationale, dans le théâtre, etc. » Donc, on a quand même l'impression que c'est très largement un système financier, c'est un système technicien au service du capitalisme financier. Moi, il me semble. Mais le capitalisme financier, comme tu dis, je ne sais pas si on n'emploie pas un pléonasme en le qualifiant ainsi, mais... Si, parce que c'est encore au plus loin. C'est même plus le capitalisme. Voilà, c'est ça, il n'y a plus que le virtuel. Oui, c'est ça, on se fait des échanges sur Internet. Voilà, il n'y a plus de concret, quoi. On ne fabrique plus rien. Mais c'est la logique d'un système qui est exclusivement basé sur une notion d'échange de services, en fait. C'est quand même invraisemblable, je le répète, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on arrive dans une société où, pour vraiment la première fois de l'histoire de l'humanité, vous avez
la possibilité, moyennant finance, d'acheter n'importe quel service qui va satisfaire vos besoins. C'est-à-dire que tous vos besoins, sans aucune exception, peuvent matcher avec un service que vous pouvez vous payer. Et la médecine n'échappe pas à ça, bien sûr, puis ça génère évidemment des milliards. Et vous vous rendrez compte finalement, et je pense que Nicole me confirmera, puisqu'elle le vit au quotidien pour se battre pour son service, c'est qu'on arrive dans une situation de folie où quand vous allez voir n'importe quel médecin qui va vous apporter un acte médical, en fait, il n'y aura pas réellement de progrès de la médecine, sinon que ça va multiplier finalement les services. Vous allez avoir des services, une profusion de services que vous allez payer encore plus cher, qui vont servir finalement à alimenter tout un système financier, mais il n'y aura pas réellement de progrès dans ce qu'apporte la médecine. Ou alors, c'est que j'ai rien compris. Non, mais il y a plus de progrès. Hein. La chef de service de Gustave Roussy en oncologie pédiatrique l'a très bien dit dans une interview qui était sur santépublique.fr, je crois. C'est Madame Valtocoinet. Elle a dit il y a depuis 15 ans, il n'y a pas de progrès d'amélioration de la survie des enfants atteints de cancer. Bon, ça a le mérite de l'honnêteté. Et bon, c'était dans le but de dire il faut de l'argent encore plus pour faire de la recherche, enfin peu importe après ses motivations, mais ça montre bien qu'on a beau rentrer tout le monde dans les essais thérapeutiques, à part les peut-être 50 malades qui passent par chez nous, qu'on va faire échapper à ça, mais enfin en gros, la plupart des enfants rentrent dans les essais thérapeutiques, et il n'y a pas de progrès. Et c'est presque la morale de l'histoire, je dirais, parce que souvent on me dit il y a une médecine à 2 vitesses. Et je réponds toujours non. Il y a une médecine à 2 vitesses sur le plan de l'hôtel 4 étoiles dans lequel vous allez être logé, mais à partir du moment où on a décérébré la plupart des médecins, hein, à partir du moment où nous sommes obligés d'être décérébrés si nous ne voulons pas nous faire exclure du système, donc au moins faire comme si, il n'y a plus de bonne médecine, parce qu'on n'est pas bon médecin un jour parce qu'on va recevoir un milliardaire, puis 2 jours après parce que ça va être la femme de ménage de l'hôpital. On sera mauvais médecin dans tous les cas. Alors après, il y aura peut-être un petit peu plus d'enrobage, voilà, d'hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles, mais il n'y aura pas de meilleure médecine. Ça, il faut bien que les gens comprennent ça. Ça n'existera pas. Ça, moi, même depuis très longtemps, on voit bien souvent que les gens pistonnés sont encore plus maltraités que d'autres parce qu'on n'ose pas faire ci, parce qu'il va se passer ça. Bon, puis on va leur faire 25 000 examens parce qu'on veut se protéger. Pendant ce temps-là, la tumeur, la 30 ans, vraiment de grossir tranquillos et le malade devient inopérable. Mon exemple, société de service, vous appuyez sur le bouton rouge et on vous produit encore plus d'examens. Voilà, c'est ça. Il ne se passe rien, mais on a encore plus d'examens plus coûteux. Il ne se passe rien si la tumeur grossit tranquille. Tranquillement, devrais-je dire. Voilà. Non, on est effectivement dans une société. On a fait un colloque la semaine dernière, le 4 avril, à la Pitié, avec l'association Amétis qui défend les patients qui voudraient encore le droit à la liberté de soigner à leur choix thérapeutique, et fort courageusement, parce que c'est pas évident ça. Et donc, on a fait un colloque sur la liberté de soigner, justement. Il y avait des médecins et des témoins de plusieurs natures. Et en particulier, il y avait le professeur Roland Gori qui écrit La dignité de penser, enfin un certain nombre de choses comme ça, sur le totalitarisme médical, etc. Et donc, on voit bien qu'on est tous, les psychiatres, les psychanalystes, dont le métier a encore été détruit encore avant la cancérologie. Les généralistes maintenant, enfin les médecins de ville n'ont plus aucune liberté de soigner parce qu'il faut qu'ils appliquent autrefois, ça s'appelait les références médicales opposables en 93 et tout le monde disait, moi j'avais claqué la porte, ça. Moi j'avais fait un mémoire sur les références médicales opposables et je me souviens que tout le monde me disait à l'époque, mais non, tu nous embêtes avec ça, pour être poli, mais ça ne pourra pas être appliqué. Alors ils s'en servaient pour embêter quelques médecins généralistes, mais ça ne pourra pas, tu verras. Si, ça s'est exactement appliqué, c'est-à-dire que les références médicales opposables sont devenues les recommandations nationales, qui sont élaborés au plus haut niveau, mais quand on regarde comment c'est élaboré, déjà, c'est tout à fait angoissant, parce que vous avez une dizaine de personnes, il y a 2-3 médecins dans le meilleur des cas, en huis clos. Sans conflit d'intérêt. Et avec, bien sûr, mais surtout, vous avez des votes. Vous avez des votes, il y a des gens qui ne sont pas du tout médecins là-dedans qui votent que ça serait tel médicament, c'est incroyable à lire, faut le relire, parce que si je vous le raconte comme ça, vous allez dire je suis folle, donc je ne vous raconte pas comme ça. Mais c'est hallucinant. Donc ces recommandations nationales sont imposées aux médecins généralistes. Les médecins généralistes, on leur impose par exemple, pour être bien vu et pas avoir trop d'ennuis, et puis éventuellement une petite prime, mais ça c'est la cerise sur le gâteau, mais on leur impose de rentrer tant de patients dans les essais dans les dépistages du cancer du sang, alors que tout le monde sait que
que c'est extrêmement discuté, qu'il est démontré de façon internationale sur plein de publications internationales que le dépistage du cancer du sein ne diminue pas la mortalité des malades atteints de cancer du sein et ne diminue pas, contrairement à ce qu'a affirmé notre ministre encore récemment, fin d'année, MST absolument, ne diminue pas le nombre d'amputations des seins. Au contraire, il y a plus de mastectomies depuis le dépistage organisé du cancer du sein. On les pousse aussi avec ce qu'on appelait, ça s'appelait le CAPI avant, puis ça s'appelle ROS maintenant. Enfin bon, on leur impose un certain nombre de choses à faire pour être un médecin généraliste sage, et en particulier d'essayer de faire vacciner le maximum de jeunes filles par le vaccin Gardasil, dont on aura peut-être le temps de parler tout à l'heure ou pas. Donc je dis tout de suite que évidemment c'est un scandale absolu parce que, le vaccin Gardasil ne prévient pas le cancer du col, en tout cas personne ne peut le démontrer avant 30 ans, puisqu'il faut, il faut 30 ans ou 20 ans pour ça. Donc il n'y a évidemment aucune démonstration. Ça diminue peut-être, et encore, ça restera encore à démontrer, le nombre d'infections par le papillomavirus, mais ce n'est pas parce qu'on est infecté par lequel, d'abord ça serait que 20%, mais en plus ce n'est pas parce qu'on est infecté qu'on a nécessairement un cancer du col. On peut aussi avoir l'association des deux. On a bien remarqué, il y a des statistiques qui montrent bien que les prostituées font plus de cancer du col que les bonnes sœurs. Donc on peut supposer que les microtraumatismes répétés sont à l'origine du cancer du col, peut-être plus que du papillomavirus associé. Mais donc en tout cas, une pile Vondaire, ça ne suit que si on s'en sert. Peut-être ça. Ouais, mais ce qui est grave, c'est que ça tue des jeunes filles. Ça en rend stérile d'autres. Ça, c'est des drames. Enfin, je vous invite tous à aller sur le site de comment on appelle, les filles et le Gardasil sur Facebook par exemple, ou je pense qu'elles ont un site internet aussi, d'aller voir la pétition, la page Facebook sur Danger Gardasil. Vous verrez que ce sont des jeunes filles, elles n'avaient pas d'idée préconçue contre le vaccin Gardasil, elles n'avaient pas d'idée préconçue contre toutes ces vaccinations multiples et variées qu'on impose aux gens, avec quand même un parallélisme avec l'augmentation de l'autisme quand même qui mériterait aussi qu'on en reparle. Il n'y a pas de rapport. Non, bah non, je suis vraiment très très mauvaise langue. Je trouve que tu as un mauvais esprit. Voilà, c'est ça. Mais donc voilà, donc c'est gravissime parce qu'effectivement les médecins généralistes en France, en tout cas, je ne sais pas si c'est exactement à ce point-là ailleurs, n'ont plus de liberté de soigner leurs patients. Ils n'ont plus de liberté de choisir les traitements, il faut qu'ils prennent les génériques, sinon ils se font tuer, enfin bon voilà. Donc et puis s'ils ont des embêtements avec les génériques, on leur dit aussi qu'ils ont mauvais esprit, j'imagine. Bien sûr, mais alors là je vais enfoncer un petit peu le clou. S'ils n'ont plus de liberté, c'est peut-être parce qu'ils l'ont bradé. Parce que les médecins, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé en 55. Dans l'été 55, il y a eu un petit regroupement de minables qui n'arrivaient pas à avoir des patients, qui ont signé un accord avec la Sécu pour dire nos visites elles vont être remboursées. Le jeu a commencé là. Ils ont commencé à faire l'amour avec l'assureur. Alors au bout d'un moment, tout le monde a été obligé de s'embarquer là-dedans. Et au bout d'un moment, ils se sont retrouvés comme ça. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. La liberté, ça ne se brade pas. De toute façon, il est clair que c'est comme... Défendez-moi un peu qu'on rigole. Les médecins, d'abord, on passe 15 ans à avoir un lavage de cerveau. C'est pas la meilleure manière. Bon, puis a priori, on recrute pas particulièrement de médecins chez les... Non, je vais pas dire ça, mais chez les résistants, quoi. Je veux dire, chez les rebelles. Les gens, ils font médecine soit parce que papa était médecin, soit parce qu'à l'époque, maintenant, ils font surtout pas médecine quand papa est médecin parce qu'ils ont compris, mais bon, ça c'est vrai. Mais bon, sauf quelques exceptions quand même, brillantes. Mais je suis un fils orthopédiste quand même, hein, comme quand on les a quand même pas tous dégoûtés. Mais bon, mais n'empêche qu'il souffre, lui comme les autres, de ces espèces de poids de l'administration qui dégoûterait des régiments entiers de médecins de ce métier ou de la France. Mais alors maintenant, est-ce qu'on peut aller ailleurs pour faire autrement? Moi, pour revenir à la cancérologie, je suis effrayée parce qu'effectivement, je vois tout le temps des tas de petits gamins qui ont été rentrés d'office dans des essais thérapeutiques. Et je n'avais pas eu tellement le temps de voir comment ça se passait ailleurs. Il y a quelques semaines, j'ai eu une expérience extraordinaire d'un gamin qui était français en l'occurrence, mais qui était hospitalisé en Espagne parce que sa famille vivait en Espagne. Et il avait 3 ans, il vivait exactement la même chose sur une île espagnole que vivent les enfants dans les centres hospitaliers français. C'est-à-dire que les médecins avaient dit c'est tel protocole d'essai thérapeutique. Et puis en gros, menace voilée, à peine voilée, si vous n'êtes pas d'accord, on va vous enlever la tutelle de votre enfant. Enlever la tutelle de l'enfant? Absolument. C'est-à-dire que non seulement on impose les traitements aux parents,
qui sont en gros des essais thérapeutiques. On ne sait même pas forcément ce qui leur donne le plus de chances de survie, mais à la limite, ça, les gens ne le savent pas forcément. Mais on leur impose un traitement et pas un autre. Si les parents ils trouvent ça un peu lourd parce que, pas parce qu'ils ont été formés autrement, parce que je sais pas, ils aiment bien les naturopathes ou autres, et qu'ils ont des gens qui les conseillent en disant quand même sans dire c'est un essai thérapeutique, etc. Ils ne sont pas forcément dans le coup de tout ça, mais ils disent quand même le traitement qu'on vous a proposé, là, il est vraiment très très lourd, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'en discuter de ça? Et là, on dit non, non, on n'en discute pas, c'est comme ça, sinon c'est la mise, on vous enlève la responsabilité de votre enfant, on le met sous tutelle. Puis en général, quand on les menace de ça, on ne menace pas seulement d'enlever un, mais si vous êtes de mauvais parents, on vous enlève les 3 que vous avez. Donc c'est quand même invraisemblable. Je dois dire que moi j'ai découvert ça dans les années 2000 avec la cancérologie et les parents à qui on imposait ce genre de choses et en particulier avec un petit un gamin. Je cite toujours celui-là parce que ça a quand même été fantastique. Un gamin, il est amputé sous tutelle, les parents ne voulaient pas, ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient nous amener le gamin. Non, non, on le met sous tutelle, il est envoyé à la ville de province du coin, il l'ampute et puis au bout d'une semaine, la juge qu'il avait, ou le juge, je sais plus, qu'il avait mis sous tutelle, il a dû se dire oh, bah oui, finalement j'ai peut-être eu tort, il nous a envoyé le gamin. Comme je dis toujours, j'ai jamais recollé la jambe. Mais vraiment, je tiens à chaque fois à lui rendre hommage parce que c'est. Et à lui et à ses parents qui continuent un combat difficile d'ailleurs avec la justice parce que je mets d'experts indépendants donc c'est extrêmement difficile. Mais c'est invraisemblable quoi. Je veux dire, c'est invraisemblable qu'on puisse en arriver là. Et moi j'ai découvert ça dans les années 2000 et à ce moment-là, il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais c'est comme ça pour les vaccinations depuis 20 ans. Alors effectivement, on m'a raconté des tas d'histoires horribles de parents qui avaient mis leur gamin dans le coffre pour passer une frontière pour aller dans un pays où on les obligeait pas à vacciner leur gamin. C'est quand même cette espèce d'autoritarisme absolument vrai. Oui, enfin, c'est une race de, oui, ça s'appelle une dictature, absolument. Et bon, c'est vrai que moi, bah oui, enfant de 68, même si je n'étais pas tellement sur les barricades, c'est quand même extraordinaire de s'apercevoir à quel point on est dans un pays qui est devenu totalitaire. Et pour nous, grands-parents, c'est tragique parce qu'on se dit quel monde on lègue à nos petits-enfants. Bon, nos enfants, ils vont peut-être encore avoir le temps un petit peu, j'en sais rien encore. Les gens qui ont 40-50 ans, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Mais les gamins qui ont 10-15 ans, quelle vie ils vont vivre si on n'arrive pas à les sortir de cet autoritarisme épouvantable? Et permets-moi de te citer Pierre Rabhi qui te retourne le compliment et qui va poser la question suivante, c'est quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Parce qu'au rythme où on détruit la santé à coup d'allopathie, excuse-moi, il aura plus pour très longtemps. Oh, d'allopathie et tout le reste. Hein, d'OGM, d'amiante, Bah si, moi je veux dire, là par exemple, à côté de chez moi, là, il y a dans le 93, il y a Vaujour. Il y a une espèce de site irradié et ils sont en train de vouloir installer une usine de plâtre, je ne sais quoi, une carrière de plâtre. Enfin, vous voyez, vous pouvez les voir sur Internet, parce que c'est là, ils en reparlent encore aujourd'hui. C'est monstrueux, quoi. Effectivement, les gamins, on les fait vivre quasiment. Bon, il y a eu quand même un nombre de cancers sur le site de Kodak à Vincennes. De clusters, de petits îlots où il y avait quand même apparemment quand même plus de cancers que la moyenne. Effectivement, 2500 cancers enfants et adolescents par an en France, ça veut dire qu'un généraliste, statistiquement, il ne va pas avoir 3 ou 4 tumeurs, il ne va pas avoir d'humeur solide dans son année ou dans les 2-3 ans. Ben non, ça a été considéré comme un hasard non significatif, etc. Donc circuler, il n'y a rien à voir, sauf que alors c'est pour le coup que là l'argent comptait un peu, les gens qui ont pu déménager ont déménagé quand même, et puis les gens qui ne savent pas, ils ont racheté sur le site, mais on ne veut pas savoir, et ça c'est quand même absolument les facteurs environnementaux qui pour l'instant ne démontrent pas, effectivement, on ne va pas vous dire qu'il y a 25 000 cancers en plus chez l'enfant en France en ce moment à cause de tout ça, mais par contre on est très probablement en train de les fabriquer. Ils les auront à l'âge adulte, mais effectivement, les facteurs environnementaux dont on ne veut pas tenir compte, dont on ne veut pas dire qu'ils existent, bon, il y a quelques gens comme Belle Pomme ou autres qui en parlent, mais bon, on nous met toujours de côté. Et puis voilà, c'est du crime organisé, c'est qu'en fait, on sait qu'il y aura un délai entre le crime et l'apparition du résultat, ce qui permet. Et de toute façon, on juge, absolument, puis on juge les choses dans les 3 minutes, quoi. Une autre bonne façon de déguiser le crime, c'est de forcer tout le monde à se vacciner, ce qui fait qu'il n'y a plus de repères par rapport à une population qui ne le serait pas.
quand même très astucieux. Oui, mais il y a toujours des gens qui échappent. Et les populations, si je parlais d'autisme tout à l'heure, effectivement, les populations, je crois que c'était des Amish, des gens comme ça, et chez lesquels il n'y a pas d'autistes. Hein. Alors on peut trouver c'est un peu comme pour le cancer de l'école, on peut dire qu'on peut trouver des facteurs associés, d'autres explications, mais enfin quand même. Enfin, il y a quand même beaucoup de populations, il y a quelques populations qui ont échappé aux vaccinations multiples et variées. En tout cas, ce que je répète depuis longtemps, j'aurais pu vous donner le nom de l'auteur, mais il y a une très belle étude américaine sur la mortalité des enfants, des infants, ce qu'on appelle infants, juste de la première année de vie, hein, des nourrissons, quoi, nourrissons en français. Et le risque de mourir pour un enfant dans la première année de vie est parallèle, il augmente de façon parallèle au nombre d'injections de vaccins reçues. Alors, j'ai pas trouvé, je dois être honnête, j'ai pas trouvé de papier prouvant ça au-delà d'un an. Mais bon, en sachant qu'aux États-Unis, ils ont 26 injections de vaccins, après ça descend, et en fonction des pays, du nombre de vaccins, ça descend parallèlement. Il faut que ça monte, comme on voit. Donc, on peut pas. Alors, évidemment, on peut dire que c'est des coïncidences, on peut dire, voilà, mais enfin, il faut quand même se poser la question. C'est quand même pas possible d'imposer des vaccins aux nourrissons de façon aussi répétée, intensive. Comment pouvoir injecter un nourrisson, ça c'est aux USA, 26 vaccins dans la première année de vie, quoi. C'est encore pire que ce qu'on fait ici. Non, mais je sais pas, ils en font une dizaine à la naissance, enfin c'est épouvantable. D'autant qu'on sait qu'en plus, par exemple, l'hépatite B, je sais pas, ça ne sert rigoureusement à rien. Il faut exterminer le foyer viral. Non, faut faire des sous. Faut faire des sous. Le mieux, ça serait de mettre les bébés dans une étuve à 120 degrés pendant 5 à 10 minutes pour pouvoir les rendre plus propres. C'est tout à fait épouvantable. Ce qui est intéressant dans les histoires de vaccins, c'est le dogme de la non... Enfin, tu vois, le vaccin, c'est perçu comme le truc normal. Oui, je pense qu'en fait, le totalitarisme sur le vaccin est arrivé bien plus tôt que le totalitarisme dans le reste de la médecine. Sans doute, oui. C'est le mythe de la prévention, mais c'était un petit peu logique aussi parce que ça atteint toute la population. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un médicament pour traiter toute une population que pour ne traiter que 2500 patients atteints de cancer d'enfant, par exemple, c'est sûr. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une prolifération de ces vaccins sur tout et n'importe quoi, qui est quand même... alors, ça ne veut pas dire que tous les vaccins soient forcément inintéressants. Je ne sais pas, moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille sur le vaccin de la dengue. C'est peut-être très intéressant, celui-là, je ne sais pas. Puis l'Ebola ou quelque chose comme ça, si on trouvait un vaccin sur l'Ebola, moi, a priori, je ne serais pas contre. Mais, je veux dire, on n'est pas contre a priori. On est contre cette espèce de système qui consiste à, on fait un vaccin, et puis après, pendant 40 ans, 50 ans, on l'impose à tout le monde, alors que c'est pas forcément, c'est plus justifié. Et puis en plus, c'est pire que ça, parce qu'on modifie aussi. Hein, par exemple, les vaccins, je crois, des polio ou autres comme ça, maintenant, il y a de l'aluminium dedans, parce que ça rapportait pas assez de faire des vaccins sans... On est obligé de faire du Revaxis. Voilà, c'est ça, avec de l'aluminium. Pardon ? Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Non. Donc, oui, c'est ça. C'est quand même tragique. C'est quand même les choses qui étaient, acceptées et peut-être pas si toxiques que ça, on les rend toxiques parce qu'on colle de l'aluminium dedans, avec cette prolifération quand même de maladies neurodégénératives dont les gens devraient quand même se soucier, parce qu'on parle cancer, fléau du cancer, c'est bien, mais on vous dit, il y a de plus en plus d'Alzheimer, on peut peut-être se poser un peu la question pourquoi. Et puis peut-être essayer de la prévenir, et pas seulement par le café. C'est bien le café, remarque. Hein. On a une bonne preuve que ça marche bien, mais quand même. Juste une petite piste que je vous donne à grignoter, quand même, c'est que vous serez étonné de voir le nombre d'enfants qui ne sont plus capables d'être malades. Le nombre d'enfants qui ne font plus d'épisodes aigus, qui ne font plus de température. Oui, c'est bien, ils sont contents, comme ça on ne fait plus baisser la température. Voilà. L'obsession des pédiatres. Qui sont tout à fait anormaux, qui brassent partout, qui sont plus capables de se concentrer sur une feuille de papier, etc. C'est de là à penser qu'il y ait peut-être un lien. Je vous laisse réfléchir. Non, c'est sûr. Puis, ça, si on veut arriver aux gamins un peu agités auxquels on file de la Ritaline à grosse dose, qui sont absolument des cousins des amphétamines, et puis qui du coup les conditionnent pour se droguer quand ils seront ados, c'est aussi c'est quelque chose d'assez tragique aussi. Prends le micro. Il faudrait expliquer pourquoi il n'est pas normal que nombre d'enfants ne peuvent pas faire des maladies ou de la fièvre. Il faudrait expliquer aux gens qui ne savent pas.
Alors ça, je vais être obligé très très rapidement de faire une petite incursion dans ce qu'on appelle les niveaux de santé. Ce soir, ma petite Nicole, Allez, je te filerai le vas-y. bouquin, tu auras de quoi regarder. Mais très brièvement, l'homéopathie nous apprend à regarder le patient dans sa totalité. Et malheureusement, c'est pas parce que la physiologie n'explique pas le fait qu'après que vous ayez eu des verrues enfants et qu'on les ait fait disparaître et que vous ayez commencé à faire des sinusites à répétition et qu'après qu'on vous les ait traitées, voire opérées, vous avez commencé à faire des cystites, puis qu'après que vous ayez fait vos cystites et qu'elles aient été traitées, vous ayez commencé à faire une polyarthrite rhumatoïde, il y a un lien direct dans cette dégradation du niveau de santé. Et vous pouvez simplement regarder, et ça, c'est pas la peine de faire des expérimentations. Vous prenez l'histoire personnelle de n'importe quel malade et vous regardez comment, dans le début de sa vie, il arrivait encore à faire des manifestations déjà physiques. Puis, à mesure que la dégradation se faisait du plan physique vers des organes toujours plus profonds, puis apparaissent les symptômes émotionnels, puis les symptômes mentaux avec la démence. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir fait des hautes études pour vous rendre compte que vous avez une dégradation du niveau de santé. Cette dégradation est directement due, bien sûr, aux facteurs environnementaux, de la pollution, tout ce qu'on peut bouffer, j'imagine, qui va complètement dérégler le système de défense, c'est-à-dire le système immunitaire plus tout le reste qu'on ignore, qui devient de plus en plus incompétent. Bien sûr, il y a un rôle là aussi avec la survenue des allergies et certainement des maladies auto-immunes qui sont finalement quelque chose d'encore pire que l'allergie, puisqu'au lieu d'attaquer quelque chose qui est exogène, on reconnaît comme exogène ce qui nous appartient et on se met à l'attaquer. Donc bien sûr, tout ça, il va falloir se poser des questions. Et donc cliniquement, nous les homéopathes, nous voyons cela, c'est-à-dire que à mesure qu'on traite ces enfants qui sont agités, qui ont des troubles du comportement, etc., et qui vont de mieux en mieux, eh bien, ils se mettent, les mères nous rapportent ça, comment ça se fait? Il a un rhume, il a fait de la température, il n'a jamais été malade, mais c'est qu'il va moins bien. Et on a donc la preuve clinique dans l'autre sens, qu'il y avait bien un rapport entre cette incapacité à faire de la fièvre, c'est-à-dire nommément, ils n'avaient plus assez d'énergie dans le système pour arriver à faire de la température, et à la place, ils étaient déjà dans la maladie chronique qui, en l'occurrence ici, affectait le plan neurologique. Donc c'est tout à fait épouvantable de constater ça. Moi, avec mon expérience bêtement de clinicien, c'est-à-dire dans les tranchées depuis maintenant presque 30 ans, j'ai pu voir les enfants de mes premiers patients. Donc eux, ils vont bien, mais quand on voit les enfants de la génération actuelle, si je les compare avec ceux que j'ai soignés en premier, ils ne sont plus malades. Enfin, techniquement, ils font plus de fièvre, ils font plus de bronchite, ils font presque plus d'otite, presque Ils savent plus plus se d'angine. défendre spontanément. Exactement. Et du coup, le désordre s'est répercuté, parce que la médecine classique est parfaitement incapable de guérir un malade. Tout ce qu'elle fait, c'est d'empêcher l'expression d'un groupe de symptômes. Du coup, la perturbation est toujours là. Il va bien falloir qu'elle s'exprime ailleurs. Donc, c'est très intéressant de voir que ça correspond probablement à des niveaux d'énergie différents dans l'organisme. Et ces phénomènes de métastase, si je peux t'emprunter le mot, qu'on peut utiliser au sens premier du terme, c'est-à-dire du déplacement de la pathologie d'un endroit dans l'autre, sont évidents dès qu'on veut les regarder, et malheureusement, on les ignore parce que la physiologie n'explique pas. Quand vous avez des gamins qui sont gavés d'eczéma, supposons qu'on les trouve encore aujourd'hui, parce qu'il faut un bon niveau de santé pour faire de l'eczéma, et que cet eczéma finissait par partir et l'enfant devient asthmatique, l'homéopathie décrit ça depuis 2 siècles. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à murmurer peut-être. Non, ça c'est encore, mais enfin, nous les vieux pédiatres, on savait ça. Voilà. Les jeunes pédiatres, je ne sais pas. Non, voilà. De toute façon, ils n'ont plus l'occasion de voir ça, donc c'est terrible. Tu peux nous dire pourquoi là, tu veux qu'on parle un peu de tes diapos rapidement Oui, en tout cas, je voudrais. Non, c'est pas ça. Non, Non, mais je voudrais surtout qu'on dise. Voilà, on a vu le but, c'est le capitalisme financier. On peut peut-être voir les moyens. Eh bien, vas-y. Et alors, les moyens. Là, on va vomir, là, ça va être terrible. Les moyens, ça a été que progressivement, effectivement, on nous a mis en place une bureaucratie galopante, extrêmement coûteuse. Donc là, je vais m'adresser à notre nouveau Premier ministre. Comment il s'appelle Monsieur Valls, je crois, qui a quand même prononcé un mot fort intéressant, et donc je l'attends pour qu'il le réalise, et surtout je veux bien lui détailler toutes les économies qu'on peut faire, parce qu'il a dit qu'il faut que l'État et ses agences fassent des économies. Les combien d'agences? Alors, les combien d'agences? Il y en a 1450, je crois, quelque chose comme ça. Ça a été extrêmement bien détaillé dans le rapport de l'IGF, de l'Inspection Générale des Finances, en 2012, je pense. Le rapport a finalement été publié en octobre 2012. C'est 20% du budget de l'État. Enfin, c'est absolument faramineux. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'était tellement énorme que je voudrais... Enfin, bon, en tout cas, il y a beaucoup d'économies à faire, et en particulier dans les agences sanitaires. Alors,
Les agences sanitaires, c'était très bien étudié aussi par plusieurs sénateurs successifs, Madame Brick et puis Monsieur Bure en 2011. Et alors Monsieur Bure, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Il écrit je fais un rapport sur les agences sanitaires pour savoir à quoi elles servent, s'il faut les garder toutes, si on peut les remuer ensemble, etc. Mais j'ai pas réussi à les compter. Alors il dit il y en a au moins 18. Mais c'est quand même fabuleux qu'un sénateur, enfin un sénateur avec tout son groupe qui travaille dessus, ne peut pas les compter parce qu'il y a toute une espèce de nébuleuse, absolument, d'observatoire, d'inspection, etc. Mais tout ça coûte des... Alors ça peut être rigolo comme ça, effectivement, mais c'est des sommes fabuleuses. Alors les agences de santé, c'est les au moins 18, c'est au moins 2,25 milliards d'euros, c'était en 2011, donc ça... Ah oui, évidemment, annuel. Ça n'a pas dû diminuer. Et puis, alors évidemment, à partir du moment où la bureaucratie, je crois que ça a été quand même très très bien décrit, le phénomène bureaucratique, il me semble, par un certain Althusser, il y a quelques nombreuses années. Il s'en est suicidé, c'est ça? Non, il s'en est suicidé ou il a assassiné sa femme, je ne sais plus. Enfin, il y a eu des tragédies suite à ça, mais le phénomène bureaucratique, il existe toujours parce qu'on crée une agence qui n'a pas de boulot, mais du coup, elle va induire du boulot, elle va faire des rapports à machin, à chose, à truc. Et pendant ce temps-là, le machin, le truc, si c'est une infirmière ou un cadre de santé ou un médecin, il n'est plus près de son malade. Et ça, c'est absolument tragique. Alors déjà, ça coûte les yeux de la tête, en paperasse. Après, évidemment, attends, on est le chef, on a une agence, etc. Donc, on crée des normes. Et vous savez qu'on est quand même le pays, alors je ne sais pas vous en Suisse, mais nous, on a 400 000 normes, je crois, quelque chose comme ça, qui bloquent le système de tout. Hein, c'est-à-dire qu'on invente des normes au fur et à mesure. Alors là, vous avez une pièce, bah oui, mais il manque 10 cm. Là, vous allez me casser ce plafond-là, hein, puis vous allez me refaire parce qu'un studio de télé avec 10 cm. Ah non, mais attendez, il y a le stade de Vincennes, je crois que c'est exactement ça. Normalement, il devrait être détruit parce qu'il y a une histoire de 10 mètres en plus, en moins. Enfin bon. Mais c'est fabuleux. Et alors en médecine, c'est comme ça tout le temps. Alors effectivement, on casse le frigidaire pour garder les tubes de je ne sais quoi, il n'est pas assez grand, il lui manque 10 cm, donc on en rachète. Alors, c'est absolument fabuleux comme inertie engendrée, comme coût engendré, comme pouvoir engendré aussi, parce qu'à partir du moment où vous mettez un petit chef, qui va un autre petit chef, machin, qui va dire c'est comme ça, etc. Alors en plus, comme on est dans la société de la peur, les gens tremblent, alors c'est les recommandations, c'est les normes, c'est les injonctions de l'ARS, c'est les injonctions de la haute autorité de santé, c'est les injonctions de ce machin. Alors d'injonction en injonction, on est tous paralysés, on ne fait plus rien, on ne soigne plus les malades, on ne va plus auprès d'eux et puis on se suicide, parce que quand même au bout d'un moment, on se rend compte que ce n'est pas le métier qu'on avait choisi. Mais, ah oui, parce que je dis les médecins, mais les soignants aussi. Hein. Les soignants souffrent. Parce que les quelques rares médecins qui sont encore au front souffrent, mais alors les soignants qui eux sont carrément au front, ils n'en peuvent plus. Hein. Ah non, mais ils sont. Et puis de toute façon, il y a des suicides à la paix, il y a des tentatives de suicide, tout ça. Alors à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un suicide à la paix chez un soignant, et ben on vous fait un comité de crise, un CHSCT extraordinaire. Oui, évidemment, ça. On vous fabrique une norme de plus qu'il faudra vérifier, je ne sais quoi, et ça continue. Et c'est cette bureaucratie engendrée par les agences multiples et variées, agences qui ont été créées à chaque crise. Hein, comment sont venues les agences? Elles ont été créées à chaque crise il y a une crise sanitaire, il y a la vache folle, il y a le sang contaminé, hop, je te fous l'agence du sang. Voilà, à chaque crise, une agence, c'est écrit comme tel dans le rapport Bure, hein, à chaque crise, une agence, on les multiplie. Alors après, on vous dit que, en plus, c'est quand même bien les agences parce que c'est le ministère de la Santé tout en ne l'étant pas. Donc vous détachez les gens que vous aimez bien, qui vous auraient du service dans une agence, les potes ou des anciens directeurs de cabinet ou voilà, des ministres qui s'en vont, il faut bien les casser. Et ils se retrouvent tous directeurs d'agence ou de je ne sais quoi, d'un observatoire du suicide, d'un observatoire du RSA, d'un observatoire de ce que vous voulez. Ah non, mais c'est pas... c'est chasseur. De toute façon, ça a été écrit par Orwell il y a longtemps, hein, il me semble. Donc finalement, on fait que répéter, sauf que nous, on est officiellement dans la vraie vie. Et alors, les salaires qui sont limités dans les ministères ne sont pas limités dans les agences. Donc c'est effroyable et c'est quand même des sources... Franchement, là, si M. Valls, il voulait écouter ça, et pas moi seulement, c'est écrit dans tous les rapports. Hein. Je veux dire, le rapport des sénateurs, il y en a plein, le rapport de l'IGF, il y en a plein. Enfin, je veux dire, il a les infos qu'il faut, s'il voulait il
faut avoir le courage politique, hein, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents, parce qu'il y a quand même des fromages un peu partout. Mais ça bloque le système complètement. Et tu sais, la dernière fois qu'on a vu ça de près, ça remonte à 1788. Oui. Parce que le roi, on ne pouvait plus, était totalement déprimé. Il a constaté la même chose que toi, avec tout le monde dans le fronton. Je m'en fous plein les fouilles. Je ne veux surtout pas sortir de mes prérogatives et préjugés. Et ben, il a fini déprimé et décapité parce que personne n'a rien pu faire. Est-ce que tu crois qu'il y aura quelqu'un qui aura plus de courage de politique que Louis XVI, qui n'a rien pu faire? Il a fini déprimé et hypothyroïdien. Moi, je ne sais pas, hein, je connais un tout petit peu de médecine, un petit peu de schémas thérapeutiques qui guérissent les patients, mais j'ai plus le droit de les utiliser. Maintenant, pour la révolution, je ne sais pas, mais le changement, ce serait mieux qu'on ne soit. Moi, c'est exactement ce que je crains, c'est que les gens sont tellement silencieux, tellement passifs, même s'ils se rendent compte, parce que quand vous discutez avec les gens ou même sur Internet, bon, je veux dire, tout le monde le dit, quoi. Mais à côté de ça, ils ne crient pas très fort. Quand il y a des manifestations, ça ne va pas très loin. Bon, je veux dire, même si c'est des manifestations sur des choses larges. Mais bon, et vrai, il faut, je sais pas, mon papa qui était optimiste, il disait toujours qu'il y avait des gens qui sortaient au moment où on en avait besoin. Mais je trouve que c'est souvent un peu tard. C'est ça, je ne voudrais pas qu'il se passe les 4 ans de camp de concentration entre-temps, quoi. Ça serait bien mieux que ça se passe sans, quoi. Et c'est vrai que c'est assez tragique parce qu'on sent tellement que le système est bloqué par tous ces fromages les uns sur les autres. Parce que voilà, donc les hôpitaux, c'est pas compliqué. Moi, j'ai un directeur d'hôpital, là. Exemple du jour. J'ai des médecins fatigués. On nous a empêché de remettre en place, d'embaucher des médecins. Donc on est en plein grignotage de nos moyens. On est complètement épuisés. Les médecins qui font le jour et la nuit, ils sont complètement épuisés, ils n'en peuvent plus. Et on ne me donne pas l'autorisation d'embaucher. Parce que figurez-vous que ça dépend de mon chef de pôle. Alors chef de pôle, c'est les pôles qu'on a mis en place par la loi HPST en 2009, qui... Non, pôle avec comme ça, une belle accent complète. Et c'est lui qui doit dire, mais il est parti en vacances, figurez-vous, là il y a 48 heures j'ai envoyé un mail, d'habitude pas de chance, il est parti en vacances. Ah oui, il faut se réveiller. Alors je téléphone à mon directeur de site qui me dit, non, c'est lui qui doit... Mais moi je dis non, la loi HPST, la loi de 2009, j'avais bien entendu Sarkozy qui s'était fait assez critiquer quand il disait un capitaine dans le bateau. Hein, un hôpital, un capitaine. Bon, on pouvait discuter, sauf que c'est pas ça du tout. C'est même pas ça. Le mec, il me dit, non, je peux rien faire, mon directeur. Il me dit, non, je peux rien faire. Moi, je peux juste décider de vous couper la garde en astreinte, transformer la garde en astreinte. Bah ouais, tiens, grignotage des moyens. Là, je peux. Et puis, de toute façon, ça va dépendre du directeur du groupe hospitalier qui réunit 4 hôpitaux, qui lui-même va me dire, ah ben c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, qui lui-même va me dire, oh là là, mais ça dépend du directeur de la paix centrale. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait un mail que j'ai envoyé à mon directeur d'hôpital. Je l'ai doublé au directeur du groupe, je l'ai doublé au directeur de la PHP. Je ne l'ai pas doublé parce qu'en fait, on était en train de préparer cette émission et j'ai oublié, mais j'aurais dû le doubler au président de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui couvre. Non, mais c'est pas une blague. C'est comme ça que ça se passe. Et ce millefeuille, parce que vous avez le directeur, mais évidemment, il y a tous ses adjoints, etc. Ce millefeuille est déjà paralysant au point de vue des décisions qu'on peut prendre. Mais il coûte les yeux de la tête, bien sûr. Et les décisions, alors lui, évidemment, le président de l'ARS va dire, ah bah ouais, mais ça dépend du ministre, etc., qui elle-même va peut-être dire que ça dépend de M. Valls, etc. C'est un peu ça l'idée. Et l'idée, oui, c'est qu'ils font tout. Alors évidemment, dans qui va décider, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les leaders d'opinion. Ce n'est pas tous les professeurs, c'est les professeurs qui vont avoir envie de marcher dans le système, qui vont devenir leaders d'opinion, c'est eux qu'on va voir dans les congrès, etc. Et c'est eux qui prennent les décisions. Pourquoi mon chef de pôle, qui est pédiatre, a le droit de dire qu'un médecin qui est oncologue à l'Hôtel Dieu, qui est chef de clinique, n'a pas le droit de venir faire des gardes chez moi, alors que lui-même est chef de pôle et pas oncologue? Qu'est-ce que c'est de cet autoritarisme épouvantable? Non, c'est parce qu'on n'est pas dans le système et qu'il faut absolument nous faire disparaître. Et pourquoi on n'est pas dans le système? Parce qu'effectivement, comme on a voulu faire de la médecine classique efficace et qui existait,
et qu'on veut bien faire des progrès, mais sans rayer de tout ce qui marchait avant, eh ben, il faut nous éliminer pour laisser la place à ces gens-là qui sont à la fois les promoteurs d'essais thérapeutiques, des membres de la haute autorité de santé, conseiller du ministre, tout ça. Les quelques qui décident, ils sont tous comme ça. Et les autres, ils se taisent, ils se dépriment, ils ne sont pas contents, ils envoient des mails super pas contents à la direction de l'hôpital, à la direction de la paix qui dit qu'il ne peut rien, absolument qu'on n'a rien à faire. Même, là, il y a une plainte en pénal, c'est extraordinaire, il y a une plainte en pénal posée par les chirurgiens du Grand Hôpital Pompidou. Grand Hôpital Pompidou, à l'essence publique de Paris, avec d'excellents chirurgiens, effectivement, il y a des gens très bien là-dedans, que je connais d'ailleurs, que j'aime bien envoyer des malades. Et bien ces gens-là, ils ne sont pas contents. Et figurez-vous pourquoi. Alors c'est bon, on s'en sert pour les montrer à la télé, pour dire on a fait telle belle opération à Pompidou, pour faire la pub et la com. Mais là, non, ça c'est leur directeur d'hôpital à Pompidou qui a fait un fichier sur eux en disant celui-là, il n'opère pas assez, son niveau d'opération c'est faiblard, celui-là il fait de l'abattage, celui-là, voilà, sans qu'ils le sachent. Donc les grands chirurgiens de l'hôpital de Pompidou, à la licence publique hôpitaux de Paris, sont fichés, sont fichés comme je veux dire, comme s'ils étaient à la chaîne, ce qui était scandaleux d'ailleurs. Mais enfin, on n'aurait quand même pas pu imaginer ça. Donc, je veux dire, on est devenus les médecins, les opérateurs, on est devenus des qui font leur boulot et qui ne sont pas forcément avec ce grand monsieur à chapeau là. Sont devenus des moins que rien. Ils sont là pour pour faire du financier et le reste, personne, tout le monde s'en fiche, quoi. Mais c'est bien, je suis très heureuse, je n'ai pas à les féliciter, mais si je pouvais le faire, je le fais, mais je veux dire, je n'ai pas à les juger, mais moi je suis très contente qu'ils aient porté plainte en pénal contre la paix et contre les directeurs d'hôpitaux qui se permettent de traiter les médecins qui quand même s'occupent des malades. Parce que moi, ces chirurgiens de Pompidou, en l'occurrence, j'en connais, qui m'ont vraiment sauvé des malades. Et ben, je trouve ça... Mais attendez, effroyable, je vais vous raconter une belle histoire. De toute manière. Non, mais c'est incroyable. Mais attends, c'est pire que ça, parce que Pompidou, on n'arrête pas de dire que c'est un grand hôpital. Sauf que moi, j'avais par exemple un chirurgien qui voulait nous faire une belle intervention, je n'ai pas détaillé, qu'on ne pouvait pas faire ailleurs. Eh bien, figurez-vous que donc il va en consulte, la gamine, il prend rendez-vous, elle vient pour hospitaliser et il me téléphone la veille, désespéré, il me dit Nicole, je ne peux pas la prendre ta gamine parce qu'elle a un sarcome et Pompidou n'a pas l'autorisation de l'Agence régionale de santé d'opérer des sarcomes. Comment c'est possible? Donc la gamine, elle n'a pas pu avoir cette intervention qu'on ne pouvait pas faire ailleurs parce que l'autorisation administrative n'a pas été donnée à ce chirurgien, ni à son équipe d'ailleurs, parce que du coup, comme ils étaient plusieurs, ils ont envoyé une lettre à plusieurs qui sont tous des types connus et vraiment de haut niveau, quoi. Et ben non, le président de l'ARS, qui est en l'occurrence Claude Évin, l'ancien ministre de tutelle de M. Cahuzac, parce qu'on a craché sur Cahuzac, c'est comme pour servir. Il y a quelques victimes comme ça qui n'étaient pas forcément des gens qui avaient toutes les qualités, mais enfin qui sont des victimes expiatoires du système parce qu'on est bouc émissaire, on met en évidence Cahuzac et son ministre de tutelle, et ben il est président de l'ARS Île-de-France actuellement. Et c'est lui qui décide que nos chirurgiens de Pompidou n'ont pas le droit d'opérer ma petite fille parce que c'est cette petite patiente parce que c'est un sarcome et qu'il décide que non, on ne donne pas l'autorisation au sarcome. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on peut continuer à vivre dans un système comme ça sans que les gens se révoltent effectivement? Et comment on peut se révolter de façon organisée et non violente? Je ne sais pas, moi souvent je dis à mon directeur, mais poussez pas les gens au terrorisme, quoi. Je veux dire, là, je ne sais pas à quoi ils nous poussent. Ils ne se rendent pas compte, les gens, parce qu'on a des patients dans le service. Là, ils ne m'autorisent pas à avoir une garde, mais j'ai des petits-enfants qui sont hospitalisés dans le service, qui ont besoin de leur médecin de garde. Ils n'ont pas... Je veux dire, c'est... Alors, tu nous parles là, maintenant. Là, je parle maintenant, là. Oui, je parle parce que c'est aujourd'hui, là. Je l'ai eu au téléphone. Il ne veut toujours pas nous donner un médecin de garde sous prétexte que le gars, il n'est pas pédiatre. Non, mais attends, c'est moi qui sais si le mec, il est capable de faire le boulot ou pas. C'est pas lui. Il existe en Grande-Bretagne et en Belgique des associations de patients et médecins ensemble concernant l'homéopathie. Et je pense que ce serait une bonne chose de créer de telles associations dans nos pays, en France et en Suisse.
Ce sont des associations qui commencent à avoir du pouvoir parce que pour se faire entendre, il faut former des lobbies. Et ils ont comme but, dans un premier temps, l'information et dans un deuxième temps, l'action. Donc, comme vous avez dit, sans violence, sans répandre le sang autrement que dans les blocs, on peut améliorer une situation par ces associations, je pense. Des questions, Dr. Godard? Alors, c'est pas une question, c'est que moi, mon angoisse, c'est que ces associations soient récupérées par les laboratoires parce que j'ai découvert récemment qu'en fait, toutes les associations de malades en France étaient infiltrées par les laboratoires qui leur fournissaient une partie de leurs subventions, ce qui, du coup, limitait leur portée parce qu'ils étaient influencés, bien sûr, par ces conflits d'intérêts. C'est clair que les associations sont bien souvent récupérées, noyautées de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire que pas forcément immédiatement, mais finalement elles sont chapeautées à l'international par des lobbies pharmaceutiques. Elles n'en sont souvent pas conscientes, c'est encore plus tragique, hein. Je veux dire, quand on entend des pubs, vous prenez la voiture le matin pour aller travailler, vous avez France Info qui vous raconte « Ah, il faut aller vous faire les examens pour voir si vous êtes ostéoporotique, etc. » C'est quand même bien. Et c'est une association qui présente ça, consciente ou pas consciente, que c'est pour nous faire évidemment prendre après des médicaments. Par les laboratoires directement pour dire « Nous sommes une association de patients ». C'est extrêmement difficile. Moi, pour la recherche en cancérologie, il y a des associations qui se battent là pour qu'il y ait des moyens plus importants en cancérologie pédiatrique en disant c'est que 2%. Officiellement, c'est que la recherche en oncologie pédiatrique ne représenterait que 2% de la recherche en cancérologie. Bon, c'est déjà un truc à discuter ou pas discuter. Le ministère a répondu aux députés qui ont posé cette question en disant que c'était 10%. Donc je voudrais bien que maintenant on me dise la réalité des chiffres et si c'est vraiment les 38 millions d'euros qui sont les 10% de la recherche en oncologie, est-ce qu'en chiffres absolus c'est bien ou pas bien, c'est une autre question. Mais manifestement, ces associations de parents malheureux, parce qu'au départ, c'est quand même des parents très malheureux qui ont perdu leur permis, etc., et auxquels on arrive à faire croire, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent que leur gamin y est passé. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de situations tragiques où même maintenant on ne saurait pas guérir les patients. Et puis il y a tous ceux qui ont été mis d'emblée dans des essais thérapeutiques et qui ont fait des intensifications thérapeutiques et après on n'a pas pu les reprendre parce qu'on avait détruit leur défense, leur moelle et qu'on ne pouvait pas leur donner d'autres médicaments qui peut-être auraient mieux marché. Donc il y a en tout cas une manipulation manifeste des associations de parents sincères et souffrants par des lobbies de chercheurs, alors qui eux aussi sont conscients ou pas conscients, qu'il n'y a pas assez d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que le problème de l'association indépendante c'est très très difficile parce qu'en gros elle n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue. Si on fait une pétition sur Internet, moi il y a une pétition que je vous demanderai de signer tout à l'heure, mais il y a une pétition sur Internet pour défendre la pérennité de mon service, mon unité là. Ben, il est clair que si cette pétition était sponsorisée, elle montrait 2000 signatures tous les jours. Si elle n'est pas sponsorisée parce qu'il n'y a pas de labo derrière, ben elle monte vraiment par les chacun, comme ça, une émission comme ça aujourd'hui, une émission ailleurs, chacun essaye de récupérer 40-50 signatures de ses amis, mais ça monte doucement parce que ce n'est pas sponsorisé. Donc on est quand même dans un monde de fric qui est absolument fabuleux. Moi, le coup des pétitions sponsorisées, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je veux dire, mais on s'en aperçoit pas, mais tu te dis pourquoi lui il a 120 000 et moi j'ai 20 000. Même si c'est sympa, je veux dire, à la limite, la pétition pour dire la recherche en pédiatrie, j'ai rien contre, mais pourquoi ils arrivent à avoir 120 000 C'est parce qu'effectivement, après vous regardez, c'est marqué sponsorisé. Donc ça passe plus vite sur les réseaux, ça montre en haut de l'image, quand vous êtes sur Facebook, ça passe automatiquement, etc. Enfin, on est dans un monde du fric qui, même dans les combats humains ou humanitaires, enfin, sont soumis au fric, quoi. Vous voulez retrouver un petit chien sur Internet, vous avez une pétition, et si elle est sponsorisée, vous allez retrouver votre petit chien. C'est quand même... et éventuellement, votre pétition pour les gamins malades... si elle n'est pas sponsorisée, elle sera très en dessous de celle du petit chien, quoi.
Et entre nous, soit dit, je préfère quand même qu'on se batte pour les petits-enfants atteints de cancer. Voilà, donc on est vraiment dans la normalisation. Normalisation que je découvre avec horreur s'étendre à l'Europe autant qu'en France. Je pensais, pendant un moment, j'ai pensé qu'on était quand même particulièrement brillant dans la normalisation en France, mais apparemment, donc en Espagne, j'ai eu cette expérience récente. Apparemment, d'après ce que vous me dites, en Suisse, il y a aussi le consensus, c'est-à-dire on choisit, ça vous me disiez, on choisit le même schéma pour toutes les maladies et tous pareil, quoi. C'est à tout niveau. J'ai cru voir un reportage, très rapidement, je te dis ça, mais d'un parent, de parents en Allemagne qui se sont fait mettre en prison parce qu'ils ont refusé que leur gamin de 10 ans assiste aux cours d'éducation sexuelle obligatoire. Ils se sont fait mettre en prison. Oui, tu trouveras ça sur YouTube, mais c'est la même idée de toute façon. Ah ben non, mais en France, il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a eu un gros, effectivement, une grosse protestation des parents qui ne voulaient pas, voulaient pas qu'on montre n'importe quoi à leur gamin de 5 ans. Et moi, je pense personnellement qu'ils avaient raison d'ailleurs, mais on a dit qu'ils racontaient des histoires, que ça n'existait pas, etc. Et j'ai vu qu'effectivement en Suisse, là, il y avait des poupées avec des sexes de filles et de garçons et qu'on faisait jouer les gamins de 5 ans à la maternelle avec ça. Alors, je dois dire que moi, la vieille pédiatre, non mais c'est vrai, je suis complètement fascinée par cette espèce d'absence totale de critique de ces pratiques en fonction de tout ce qui a été là aussi écrit avant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on efface toute la culture antérieure sur l'éducation des enfants, sur les phases effectivement silencieuses des enfants. Enfin, je vois pas en quoi on est obligé d'aller parler à des gamins à 5 ans de comment on fait un bébé. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe, mais c'est sûrement que je suis un dinosaure, Ouais, je vous l'accorde. Tu es réactionnaire, ma grande. Je suis un dinosaure réactionnaire, vraisemblablement, mais moi, on m'a traité de tout. Alors, un jour, je suis d'extrême droite, l'autre jour, je suis d'extrême gauche. Moi, je fais tout ce qu'on veut, mais je garde ma liberté de penser. Qu'est-ce que tu veux que je te passe comme petite diapo pour Vas-y. qu'on avance un tout petit Bon, peu les parce que- normes, bon, les normes, oui, on a vu. Alors, Ça allons-y. Les règles établies. Alors, il faut dire quand même, en tout cas en France, le Code de santé publique dit encore que le malade a le libre choix de son, ça doit être la suivante peut-être, peu importe, le malade a le libre choix de son médecin. Et, humour suprême, le médecin ne doit en aucun cas renoncer à son indépendance professionnelle. C'est marqué dans le code de déontologie. Et en aucun cas. Eh oui, donc ces injonctions contradictoires, évidemment, sont évidemment incompatibles avec le plan cancer qui nous impose. Alors, il y a eu des normes imposées successivement, on a parlé tout à l'heure. Bon, il y a eu des circulaires en 2004 sur la pédiatrie, l'oncologie pédiatrique, puis en 2005 sur l'oncologie adulte, et puis des décrets de 2007 sur les quotas. Ah, les quotas, c'est merveilleux, ça aussi, pour vous faire n'importe quoi. Donc, oui, les décrets de 2007 sur la cancérologie adulte ont imposé des quotas pour que les services de cancérologie, enfin les services de chirurgie, aient le droit de continuer à avoir l'accréditation, l'autorisation, en d'autres termes, lors des petites visites de l'Agence régionale de santé, de la Haute Autorité de Santé, de continuer à soigner les cancers. Et il faut un nombre suffisant. Il faut évidemment un nombre suffisant par exemple, de cancer de la prostate. Donc, voilà. Si vous n'avez pas, tu ne connais pas l'histoire du cancer de la prostate, si tu n'as pas, si le service de chirurgie dans lequel tu travailles, enfin, si le directeur d'hôpital, qui a un service de chirurgie, qui n'opère pas au moins 20 cancers de la prostate par an, il perd son accréditation pour faire des prostates. Alors attention, il ne faut pas croire que c'est qu'on veut que les gens aient une habileté suffisante. Non, parce que si tu as 20 chirurgiens qui font chacun une prostate, pas de souci. Mais si tu as un seul chirurgien qui fait 19 prostates, là, ils n'auront plus l'accréditation. Donc, comme je dis toujours, n'allez jamais montrer votre prostate au mois de novembre, décembre, dans un endroit où ils n'en ont fait que 19, parce que vous êtes sûr d'y passer. Ah bah oui, mais on n'avait pas des... J'ai déjà raconté ça. J'ai prévenu que ça allait être une émission. Non, mais c'est pas... C'est comme ça, quoi. Et je veux dire, et c'est les radiothérapeutes qui nous ont raconté ça, parce qu'ils ont, quand ils ont mis à appliquer ces injonctions et que l'Inquisition était passée dans les services pour voir si on faisait bien ce qui se passait,
si on faisait bien ce qu'on nous avait demandé de faire. Ils les ont finalement, entre 2009 et 2010, ils ont un peu laissé de flou. Et puis en 2011, ils ont fini par appliquer. Et là, les radiothérapeutes ont vu moins de prostates à irradier parce que les chirurgiens les ont gardés, sinon ils n'avaient plus l'accréditation. Enfin, c'est quand même pas possible, quoi. Et je vous assure, je n'en rajoute pas. Hein. Il y a des... Non, je n'en rajoute pas, quoi. Il y a eu 400. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, il y a eu 488, je sais plus, 480 par là, l'ordre d'idée, en tout cas, de services de chirurgie en France qui ont été interdits de faire la cancérologie. Et alors, c'est extraordinaire aussi, parce que ça a eu les effets pervers. Parce que les gens qui étaient habitués à faire la cancéro, ils reçoivent un malade, il y a une boule, on fait une biopsie, c'était les bonnes pratiques. Ben oui, mais si jamais tu es chirurgien, cancérologue, tu as l'habitude, tu fais une biopsie. Ouais, mais tu sais, si c'est un cancer, tu vas être obligé de l'envoyer à la clinique d'à côté, parce que toi, tu n'as plus l'accréditation dans ta clinique. Donc, ils ont enlevé la boule d'un coup, ils font plus de biopsie pour pas avoir envoyé leur malade à quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est tragique, quoi. Les gens ne se rendent pas compte des conséquences sur la technique de toutes ces injonctions, tant médicales que juridiques, qu'administratives. Et c'est... voilà, donc... et en gros, c'est quand même difficile d'échapper maintenant, parce que les gens qui résistent, qui dans les réunions de consultation pluridisciplinaire, disent non, quand même, on ne va pas mettre ce malade dans cet essai thérapeutique-là. Moi, je trouve que ce n'est pas ça qu'il faut lui faire. C'est mon patient, je le connais bien, c'est pas ce qui... Voilà. Et bien, ce malade-là... ce médecin-là, il va rapidement se faire exclure. Il va se faire exclure parce que la preuve sociale, c'est-à-dire la pensée collective qui privilégie la loi du moindre emmerdement, comme on dit, hein, voilà, et il va dire non, allez, on le met dans l'essai, etc. Donc une fois, deux fois, trois fois, vous allez embêter le collectif dans lequel vous êtes, et puis au fur et à mesure, on va dire celui-là, c'est un emmerdeur, et puis on va l'exclure. Donc finalement, le médecin qui résiste va être exclu. Donc voilà. C'est vraiment insupportable. Alors, on nous force à tout faire, on nous force à vacciner, là aussi, la nouvelle peste. Après, l'OMS, voilà. c'est vrai que l'OMS est financé, subventionné, mais financé à 80% par les capitaux privés. Oui, non, puis l'OMS, c'est un endroit qui est complètement noyé par les lobbies pharmaceutiques de façon fantastique. Oui, c'est l'OMS qui pousse. Oui, il y a les détails. Hein, j'ai les livres où il y a les détails sur les rapports incestueux entre le comité d'éthique, même avec la Fondation Nobel maintenant aussi. Ça va jusque-là dans les... Alors donc on nous force à faire de la grippe. Après, mais celle d'après, on nous force à faire l'hépatite B. Alors là, il y a allez voir le site de mon ami Marc Girard sur les vaccinations par l'hépatite B, c'est absolument fabuleux, les horreurs, les conflits d'intérêts qu'il peut avoir. Il n'en est même pas remis à force de... Non, mais il y en a psychologiquement parmi, parce que vraiment, ça a été absolument terrible. Il était expert auprès des tribunaux par rapport à la vaccination contre l'hépatite B. Les experts ont tort, parce que c'est formidable de vacciner contre l'hépatite B. C'est quand même extraordinaire. Ça a diminué au cancer du foie. Au contraire, ça a plutôt augmenté entre-temps. Donc, c'est-à-dire, oui, le nombre de cancers du foie a augmenté depuis... Bon, coïncidence ou pas, en tout cas, la vaccination contre l'hépatite B en France n'a eu aucun effet qui était l'effet recherché officiellement. Hein, mais... Oui, c'était déjà... Oui, même à ce moment-là, ça diminuait déjà. Et puis surtout, on a quand même là aussi... Alors, on était tout là dans le parallèle du nombre de décès des nouveau-nés, enfin des nourrissons en fonction du nombre de vaccins reçus. Mais là, on est dans le parallèle entre l'explosion des scléroses en plaques et parallèle à la multiplication des vaccins par l'hépatite B. Et tout le monde le sait. Et il faut qu'il... Voilà. Non, mais tout le monde le sait, on est passé de 20 000 à 80 000. Enfin, c'est effroyable quand on voit ce que c'est qu'une sclérose. Quand on voit ce que c'est qu'une sclérose en plaques et qu'une vie détruite, quoi. C'est hallucinant. Et puis on continue tranquillement. Je devrais consulter à l'occasion le dictionnaire, mais ce qu'on définit comme crime contre l'humanité, je crois quand même inclut la notion de volonté de tuer, hein, quand même. Mais si tu enlèves juste cet item-là, je crois que tout le reste, comment, à ton avis, les générations d'après vont juger ça, cette médecine qui est établie par des laboratoires qui savent à la première seconde où ils vont sortir un produit qui est déjà toxique, qui vont tuer des gens, voire les handicaper gravement,
et le système continue. C'est pas un crime généralisé contre l'humanité? Ben oui, je ne sais pas s'il faut utiliser ces mots-là parce que Mais manifestement, je quand. les Non, pèse non, mais bien, quand. Non, non, mais moi je je t'en pense. supplie, dis-moi Non, si j'ai tort. je pense que c'est une réalité. Je pense que les gens ne sont pas en état de l'entendre et qu'à partir de ce moment où ils ne nous entendent plus, on n'est plus efficace. Donc c'est pour ça que je fais attention aux mots que j'emploie parce que si c'est trop violent, c'est trop douloureux et c'est un peu. Quelqu'un me disait tout à l'heure que la bande-annonce du film, ben, je profite pour en parler, du film de Jean-Yves Billien, à partir de notre service sur la liberté de soigner en oncologie pédiatrique et la liberté de soigner tout seul, qui s'appelle Cancer, un business, je ne sais plus comment, enfin un business. Sur Google, business, Oui, cancer, vous faites cancer business Billien ou cancer business de l'épine, vous allez trouver. Eh bien, il y a des gens qui ont du mal à aller au bout de la bande-annonce, tellement c'est douloureux. Donc, et pourtant, moi, quand je la regarde, bon, c'est vrai que c'est mon quotidien, mais c'est quand même extrêmement douloureux. J'ai même une collègue médecin qui me dit, j'arrive pas à la regarder jusqu'au bout, tellement voir ça à la télé, enfin sur un ordinateur, voir notre quotidien. Donc, c'est pour ça que je reste prudente dans les mots. Mais bon, les faits, c'est qu'on liquide. L'évidence, c'est qu'on liquide des tas de générations en étant quand même conscient pour certains. Hein. Il y a des on pourra vous donner des liens si vous voulez ou vous mettre sur le site. Il y a des, non, mais oui, non, mais il y a des liens sur, je veux dire des liens qu'on n'a pas mis là, mais des liens sur des patrons de laboratoires qui font des cours. À leurs étudiants sur les vaccins et qui disent bien que bon, ça repose sur rien de scientifique, etc. Enfin, il y a des vidéos hallucinantes de repentis, si j'ose dire, hein, comme il y a les repentis de la mafia italienne dans les crimes, il y a des repentis du vaccin. Il y a des repentis des lobbies pharmaceutiques. Il y a, bon, je sais pas, il y a ne serait-ce que le livre de Madame Marcia Engel que j'ai en tête. Tu peux montrer ce qui s'est passé en Italie pendant que tu parles. Voilà, vas-y, montre ce qui s'est passé en Italie. Je veux dire, il y a des repentis parce qu'il y a des gens qui finalement racontent. Là, l'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, Madame Marcia Engel, qui a publié un bouquin en 2004, je crois à peu près, qui dit comment l'industrie pharmaceutique a manipulé les médecins, les revues, et elle raconte comment tout ça. Donc, il y a des repentis, et quand ces repentis parlent, je dois dire en particulier les fabricants de vaccins, ça dépasse que moi je peux imaginer, malgré tout ce que je vous raconte, malgré tout ce que je sais. Tellement ça va encore beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer, oui. C'est-à-dire c'est vraiment la conscience que on fait un marché, et puis voilà. Là, donc le garde-asile, on en a parlé tout à l'heure, l'obligation du garde-asile aux États-Unis, y compris dans certains États chez les garçons. Ah oui, parce qu'il ne faut pas que les garçons ils contaminent, ouais. Et puis en France, ça a été quand même largement discuté. Le prix exorbitant du garde-asile, d'ailleurs, devrait faire réfléchir les gens. Pourquoi ça coûte combien 150 fois plus cher que le DT polio. Oui, bah, c'est 450 euros. Hein, et c'est remboursé aux 2 tiers. Et il y a des conseils généraux qui remboursaient la différence et qui, suite à la plainte d'Océane et à la pétition sur le danger du garde-asile, qui quand même s'est multipliée chez les médecins, a supprimé ce complément de remboursement. Bravo à eux, et j'espère que d'autres feront. Mais j'ai appris à cette occasion-là, et c'est là où on voit que vraiment l'Europe est contaminée par ce totalitarisme médical qui est la proie des lobbies pharmaceutiques, c'est qu'en Belgique, il y a je ne sais pas si c'est partout, mais je crois que c'est en Flandre, où le vaccin garde-asile est obligatoire. Obligatoire. Comment on peut injecter un vaccin dont on ne sait absolument pas s'il sera efficace? Personne ne peut le démontrer, ne serait-ce que parce que c'est l'histoire naturelle du cancer, il faut le temps qu'il se développe. Comment on peut leur faire croire, comment on peut mentir, même encore à France 2 la semaine dernière, enfin, il y a une quinzaine de jours, au moment de la pétition des médecins, ils en ont quand même parlé à la télé, et ils ont commencé par dire ça prévient le cancer du col. Ben non, madame la journaliste, ça prévient pas le cancer du col. C'est quand même extraordinaire. Et bon, les gens interviewés n'ont pas eu le temps de parler, quoi. Dis non, j'y crois pas, et alors les arguments, vous voulez donner les arguments, pas le temps, on coupe. Et on vous met à la place le représentant de la HAS, etc., qui lui, plein de conflits d'intérêts dans le système, voilà.
Bon, bah, le cancer du sein, on en a parlé tout à l'heure. Hein, le dépistage du C'était cancer du l'occasion. sein, Pour une fois, c'était... dans une émission, on a une paire de nichons, je voulais la Voilà, montrer. bah, je t'en prie, profite. Voilà, mais c'est à l'occasion, on peut quand même redire ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le cancer du sein, le dépistage systématique organisé du cancer du sein, qui n'est pas à confondre avec vous avez une boule, vous allez voir votre médecin, vous avez un truc qui est de la médecine clinique. Hein, donc, il ne faut pas confondre, hein, parce que souvent les gens confondent. On ne critique pas les examens complémentaires faits par nos radiologues chez les gens qui ont un signe clinique qui les inquiète ou un signe clinique qui inquiète le médecin. Non, ça, c'est le dépistage organisé systématique. On trouve une lettre dans sa boîte aux lettres, on dit « Ah bah tiens, je vais y aller. Ah bah tu viens la copine, on va y aller. » Et 15 jours après, elles sont toutes les deux opérées du cancer du sein. Non, c'est pas possible, ça c'est insupportable. Et c'est la Beau AstraZeneca qui l'avait mis en branle aux États-Unis dans les années 80. Et puis après, une société de cosmétiques, Estée Lauder, je crois, voilà, c'est ça qui a développé. C'est terrifiant, quoi. Ça aussi, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le cancer du sein il y a 2 ans, je sais pas, quand j'ai fait le bouquin, là, La page cachée des médicaments sur ce dépistage, et j'avais découvert des tas d'études scientifiques qui me démontraient que ça servait à rien, mais je n'avais pas trouvé ça. Alors, on l'a trouvé récemment, AstraZeneca, bon, il y a des tas de gens qui devaient le savoir, mais on trouve toujours derrière du fric. Il n'y a rien à faire si on trouve du fric. Ah, c'est monstrueux. On va vite passer une nouvelle diapo. Je ne sais pas si on a Non, plus le c'est temps pas de grave, faire mais des... on peut Peut-être discuter avec les gens. Je vais regarder s'il y a Oui. des questions, peut-être si Voilà, on les peut étudiants veulent nous discuter appeler. avec des gens, c'est bien aussi. Je vais attendre de voir s'il y a quelques appels ou pas. Les Maintenant, il diapos, leur tu faut pourras les une laisser vingtaine sur de le secondes. site, de toute façon. On peut les laisser sur le site. Alors, D'accord, très bonne ils idée. le verront après. Très très bonne idée. On pourra le faire en forme de PDF. Peut-être qu'il y en a une ou deux. Celle-là, quand même, la ministre de la Santé, pendant qu'on y est là. Ah, bah, notre ministre de la Santé, elle est pas mal, elle est probablement fort mal informée. Hein? C'est gênant pour une ministre. Pour un cancer, c'est moins gênant, mais quand les ministres. Elle ne remet pas en cause, personne ne remet en cause l'utilité du dépistage. Alors, elle pourra choisir son camp à la limite, mais enfin, dire personne ne remet en cause, ça va quand même très très loin. Mais de toute façon, c'est pareil, elle a eu une question orale sur notre unité, où des députés lui disaient quand même que c'était bien que les parents ils se battaient, que vous voulez être Saïdi. Elle a répondu « Oh, il y a un médecin et 20 malades là-dedans. » Enfin, une filative de 20 malades. Voilà, bon, c'est la façon de travailler du ministère de la Santé, peut-être, mais peut-être ça va changer depuis que M. Valls est là. Oh, Il va mettre Mme Marisol Touraine au boulot. On y croit. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'appelle MST, ça fait flipper. L'auto-évaluation, je voulais quand même montrer ça avant qu'on les quitte, c'est chiant. T'aimes bien les photos, hein? Bah, quand même, ça nous dit, je trouve ça remarquable. Ouais, c'est ça. Non, Parce mais que, ce qui est dramatique, c'est que, par exemple, pour le dépistage du cancer du sein, il y avait une étude faite par je ne sais plus si c'est le Sénat ou l'Assemblée nationale, en tout cas, ils demandaient que les femmes qui subissent ce dépistage systématique organisé soient informées, là aussi, consentement éclairé, code de Nuremberg, convention d'Helsinki, etc., soient informées des discussions, pour le moins, qu'il y avait sur l'intérêt de ce dépistage, sur les risques, déjà connus en 2004, de surdiagnostic, c'est-à-dire on diagnostique trop de femmes avec pseudo un cancer du sein, puis qui finalement n'auraient jamais évolué, et qu'on leur dise, voilà, il faut peser le pour et le contre, mais il y a des risques de surdiagnostic, il y a des risques de surtraitement, parce que finalement, on va dire, il y a peut-être un petit quelque chose, on va vous enlever votre sein, alors que finalement, ce n'est pas nécessaire. Ça permet de dire, je vous ai sauvé d'un risque qu'on a purement inventé. Ah ben ça, c'est clair. Et puis ça permet, si on enlève les 2 seins, de faire des seins qui ne vont pas tomber. Comme disait un maître de la cancérologie il y a 30 ans, quand j'ai commencé à rentrer dans ce milieu. Mais bon, c'est un marché aussi pour les plasticiens. Enfin voilà, c'est voilà, du pognon, toujours du pognon. Donc avec un peu d'humour ou de tristesse, je ne sais pas, on dit que ça fait sûrement vivre plus de gens que ça n'en tue. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce qu'il y a des tas de gens qui m'ont répondu comme ça dans des conférences où on a parlé de ça, en disant « ouais, mais attends, c'est terrible, parce que chez moi, il y a une petite association dans mon village, etc., qui vit que de ça, et puis on se met des petits t-shirts roses, on va courir, etc. » Même comme raison de vivre, quoi, même presque indépendamment de l'argent, enfin, il y a toujours un peu d'argent dans le coup, mais ça va plus loin de ça, quoi. Voilà. Alors, on va abréger, on ne va pas parler de Lourmarin, on ne va pas les inviter à venir à Lourmarin. Alors, Lourmarin, c'est quoi? C'est les pharmaceutiques.
Non, c'est des journées, C'est des journées, congrès, on fait la photo oui, vite la fait. photo quand même, Faut belle qu'il voit photo ça. sur leur marin. Regardez, C'est c'est là que les, ça se c'est passe. entre 98 et 2010, c'était Monsieur Cahuzac qui les organisait. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours lui, peut-être parce que lui n'a quand même eu que 3 mois de suspension du Conseil de l'ordre, hein, quand même. Hein. Il Mais n'est c'est pas pas grave, il a homéopathe, dit lui. qu'il allait Hein. monter 1 minute en fait. Ah ben, c'est ça, voilà, C'est d'accord. la notion de Mais quand, durée du quand temps le de... Philippe Even et Bernard Debré disent quand même la vérité sur les médicaments, enfin quand même bien des vérités, on leur met 1 an de suspension. Ce qui est bon, alors d'accord, c'est symbolique, ils sont à la retraite, tout ce qu'on veut, mais enfin c'est quand même invraisemblable, quoi. Je veux dire, ça a quand même beaucoup choqué ça en France. Et alors, Lourmarin, si vous voulez y aller, c'est tous les ans, c'est des labos, alors je ne sais plus lequel c'est, mais on pourra qui vous rince la vérifier, dalle. qui voilà, et on se réunit ensemble entre directeurs d'hôpitaux, directeurs d'ARS, directeurs de tout ce qu'on veut, Des gens du ministres, milieu, quoi. ministres, enfin les bien-pensants, quoi, les gens qui pensent, et qui vont ensemble réfléchir à quelle sauce nous allons être mangés, nous, citoyens. Voilà. Et par exemple, là, vous avez une petite photo de Cahuzac et de M. Evin, son chef, son ministre de tutelle. Alors, vous savez que M. Evin, monsieur Cahuzac, il s'est fait épingler aussi. Enfin, on nous a raconté ça une fois qu'il avait été épinglé, parce qu'il avait donné il fallait des sous contre l'autorisation d'installer une IRM. Ce qui était bien connu de tout le monde d'ailleurs, hein, qu'il fallait donner des sous. Moi, j'avais un ami qui était radiologue qui voulait absolument avoir une IRM, mais il fallait qu'il donne une enveloppe au ministère. Alors, je ne savais pas bien, par contre, je ne savais pas qui on les donnait. Eh bien, c'est M. Cahuzac qui, semble-t-il, faisait ça. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je voudrais quand même bien savoir pourquoi M. Evin, son ministre de tutelle, qu'il avait comme directeur de cabinet, ose nous dire qu'il n'était pas au courant. Moi, je trouve ça invraisemblable. Alors, soit il n'est pas au courant et quand même, il n'est pas bon. À ce moment-là, il ne devrait pas être directeur de l'Agence régionale de santé maintenant. Soit il est au courant et donc il est aussi corrompu que l'autre. Alors il faudra qu'il choisisse. Tu parlais de Nuremberg et des lois, mais tu sais, on avait les mêmes à Nuremberg, ils étaient au courant de rien, justement. Il ne savait pas non Je savais plus. pas, Oui, non. c'est ça. Bah, tu te dis, à Nuremberg, il n'y en a pas non plus beaucoup D'ailleurs, ils se défendaient, les médecins de Nuremberg, enfin les médecins nazis, en disant pourquoi on nous attaque nous, là. Ils ont attaqué que les gens qui étaient les médecins entre 41 et 45. Mais ils disent, mais tout le monde faisait ça depuis 1930 en Allemagne, pourquoi on les a pas Et Ça apparemment, il y a eu un soulève des espèce de questions silence. Je nauséabondes. conseille à tout le monde de relire le bouquin sur le procès de Nuremberg. Je n'ai pas le nom mais je pourrais vous le remettre. Enfin, de toute façon, on le trouve facilement sur Internet, puisque je l'ai Voilà. trouvé. Il faut Voilà. maintenant qu'on parle de pétition. Alors, si vous voulez nous aider, effectivement, aider surtout nos petits patients atteints de cancer dont les parents veulent encore avoir un choix thérapeutique, si on peut continuer à faire exister cette unité qui a été gagnée de haute lutte par des parents d'ailleurs, hein, parce que ça a été créé en Curieusement, 2004. c'est les gens concernés qui se battent. n'est-ce Ouais, pas voilà. Donc vous faites un coup de Google, vous tapez Nicole Delépine, pérennité, on a regardé. Oncologie crac, vous arrivez pédiatrique, sur, on doit arriver dessus et voilà. signer. Donc, effectivement, elle n'est pas sponsorisée. Si vous voulez la sponsoriser, ne vous gênez pas Et d'ailleurs, surtout, tant faites pis. circuler, que Et d'ici faites demain, on circuler. voit que ça a pété. Voilà. Et puis pour la liberté de soigner Oui, aussi. alors vous les avez libertés de tapé. soigner, voilà, on a discuté avec. Peut-être, Lionel, tu peux nous... La liberté de soigner, on a discuté beaucoup suite le colloque. D'ailleurs, on l'a appelé appel du 4 avril, avec des collègues, en particulier psychiatres et psychanalystes, des oncologues, enfin des généralistes aussi. Et on s'est dit qu'il fallait essayer de faire un appel aux médecins pour qu'on dise on ne peut plus tolérer ça, on est nombreux à plus tolérer ça. On s'est dit quand on sera assez nombreux, on pourra le publier dans les médias et peut-être on aura la parole. Alors on l'a fait sous forme je ne savais pas trop sous quelle forme il fallait le faire pour que ce soit le plus facile pour les gens pour signer, donc on s'est dit que finalement la pétition c'était encore le plus simple. Donc effectivement, si on est 3000, 4000 dans les 8-15 jours, peut-être que Le Monde ou je ne sais qui, ou Libération, osera parler des médecins indignés par la perte de la liberté de soigner, simplement les chirurgiens, les radiothérapeutes, les oncologues, etc. Voilà, ça c'est notre petit coin du Club Med où les patients, voilà, ça c'est nos animateurs qui ont fait ça. Eh ben, vous n'avez plus qu'à chercher où je suis. Voilà, on met pas sur le net, Voilà, ça c'est des petits gamins. patients sympas pour lesquels on a un choix. Et ça c'est l'équipe de Jean-Yves Bidien qui est donc venu tourner ce film qui va apparaître, je pense, fin mai, enfin j'espère.
et qu'on pourra passer dans toutes les salles de cinéma où on pourra trouver. J'espère qu'à Genève, on aura une salle où on pourra passer un film. Moi, tu sais, T'es pas une salle de cinéma? Bah non. ici, là, on va mettre plein de gens déjà, puis on passera le film. Voilà, ça ouais, va tu être sais, des petits bouts de petit chou. bonhomme, ça Voilà, fait c'est vraiment comme, mal, hein. voilà, ça c'est Laurent Baffy qui vient voir un. Oui, c'est important de les voir parce que c'est pas des C'est pas un identités truc, théoriques. C'est ça qui est tellement On bon, est- les statistiques, ça sent pas Voilà, mauvais, on n'est c'est pas, chic, on n'est pas c'est- dans les statistiques, on est dans des gamins qui veulent être soignés, dont les parents voulaient qu'ils soient soignés là pour pas être amputés ou pour pas avoir on leur a dit soins palliatifs, il n'y a plus rien à faire, bah, ils sont venus éventuellement. Voilà, voilà. Et il y a des gens comme Baffy qui nous soutient depuis longtemps, qui signent des livres à notre petite équipe là, qui était bien contente quand même de voir Laurent Baffy passer par là. C'est vrai qu'il y a des fidèles comme ça, il y a lui, il y a Pascal Olmeta, il y a Astrid Veillon, il y a des tas, puis il y a des tas d'autres gens. Ça, c'est une dame qui est venue un jour où il y avait une. Voilà. Et ça, bah, c'est les livres dans lesquels j'ai essayé comment je dirais, d'informer la population de l'état actuel de la décadence de notre système de santé, dont tout le monde prend conscience quand même, hein, parce que dans les années 2000, on me disait que j'étais folle, maintenant on me dit « Ah ouais, vous avez raison, vous êtes courageuse de le dire ». Donc il faut quand même que je sois... Ah non, mais c'est vrai, ça fait... Je Voilà. rappelle le ratio, il y a 350 000 médecins généralistes en France, c'est ça? Non. Combien? Non, c'est les employés de la Sécu, il y en a moins. Non. Il me semble qu'il y a 150 000 médecins. Oui, il y a 150 000 médecins, enfin il y a 200 000, je sais pas combien qui travaillent en fait, parce qu'il faut compter tous ceux qu'on a mis dans les agences aussi. C'est pour ça qu'on peut fermer les agences, j'ai pas eu le temps de finir, mais par rapport aux agences, mais on peut les regrouper, Monsieur Valls, on peut les regrouper. D'ailleurs, il n'a qu'à suivre le rapport Bure, hein, qui explique que l'INCa, il n'y a aucune raison que l'INCa existe. L'INCa, c'est l'Institut national du cancer, il y a un côté recherche, on le remet avec l'INSERM, il y a un côté autorisation, on le met avec la Haute Autorité de Santé. Donc, voilà, on peut regrouper les choses et puis ça va libérer plein de forces vitales parce que il paraît qu'on n'a plus assez de médecins en France, mais on en a bloqué tellement dans toutes nos institutions bureaucratiques que si on les remet dans les hôpitaux ou en ville, ça va faire des bras. Et puis pareil pour les cadres de santé, parce qu'il y a plein de cadres de santé aussi qui sont dans les agences et tout ça. Donc voilà, je vous ai trouvé des bras. On ne les met pas au chômage en réduisant le nombre d'agences, mais on réduit le coût des agences en les regroupant. On les remet dans les hôpitaux et on a des bras pour travailler. Alors, une dernière minute. Voilà, Monsieur Valls, s'il ne fait pas d'économie, ce ne sera pas de ma faute. Hein. Vous êtes tous témoins. Tu es charmante de croire au miracle. Il faut, hein. Sinon je ne ferais pas ce métier-là. Hein. On considère un patient qui a survécu 5 ans et qui meurt la 6e année, il est toujours considéré comme guéri. Non, oui, j'ai lu ça, mais ça, c'est pas vrai. Moi, je propose que ces gens-là, ils aillent sur le site nicoledelepine.fr et qu'ils aillent par exemple, voir les communications qu'on a fait, y compris le 4 avril, là où Gérard Delépine, le chirurgien de l'équipe, a fait la revue et de nos patients traités pour ostéosarcome, ceux qu'on a eu en première main, ceux qu'on a repris en seconde ou troisième main, et puis où il a repris aussi toute la littérature internationale sur les essais. Mais on les publie moi, c'est les malades qu'on traite depuis 86 par ces traitements-là, et donc on les publie à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans. Non, mais écoutez, il suffit de lire les publications internationales et correctement. Oui, moi j'ai un malade qui est un président de l'association, mais qui me dit tout le temps, c'est à 5 ans. Il faut qu'il aille lire les publications internationales sur les résultats des essais. Alors il y a des gens qui publient Event-Free Survival, c'est-à-dire survie en première rémission complète, à 3 ans, à 5 ans. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui trichent un peu comme ça, mais il faut prendre les publications qui sont à 10 ans ou à 15 ans ou à 20 ans. Elles existent aussi. Les gens, ils doivent toujours mettre à combien. S'ils mettent survie en guéri à 5 ans, c'est à 5 ans. Alors effectivement, s'ils ne publient pas à 6 ans, ils ne publient pas à 6 ans. Mais s'ils sont honnêtes, ils vont publier à 10 ans. Ou à 8 ans, ou à 7 ans, selon le moment où ils ont recommencé leur protocole. Donc c'est pas du tout, c'est faux de dire que les gens ne regardent pas leur malade au-delà de 5 ans. Alors, c'est peut-être vrai de certains instituts, je ne veux pas le savoir, mais moi, les publications internationales que je regarde toujours, évidemment, à combien de distance ils ont évalué leurs malades. Et quand c'est à 2 ans ou 3 ans, vous dites, c'est peut-être sympa leur truc, mais on verra plus tard. Est-ce que cette réponse est claire? La réponse me semble très claire. Bon, mais je suis contente qu'on me l'ait posée parce que c'est une question qu'on est récurrente. Hein. Ouais. Voilà.
On ne peut plus traiter les autres questions. Je suis vraiment navré, les enfants. C'est pas bien, on a ça. déjà fait un gros paquet de choses. On refera On un peut deuxième répondre deux. par mail si vous voulez. Voilà, Hein. ils pourront Non, mais ils mettre peuvent non, mais qu'ils n'hésitent Il y a la page qu'ils n'hésitent sur le pas, site, donc ouais. ils peuvent rajouter les questions au bas de la page. Nous, on va vous faire un PDF qu'on mettra sur la page de Nicole où vous aurez la présente émission qui aura été enregistrée donc à disposition sur YouTube. Donc voilà, tout se passe bien. Et puis mail sur s'ils mettent contact, s'ils mettent sur mon site nicoledelépine.fr, Tu me diras et on de verra toute le façon, ils tapent Nicole de Lépine, hein, ils vont Ils sur tombent mon dessus. site, et là, il y a contact. Et ça Parfait. m'arrive directement sur nicole.delépine@bbbox.fr. Ah oui, Voilà. Je vais faire la même chose que On fera de lorsque l'épine 2, c'est Alexandre ça. est allé demander à l'oracle de Delphes, à la petite Delphes, comment ça se passerait sa campagne. Alors, comme c'était un jour où la Pythie s'était fermée, ce jour-là c'était un jour férié pour la Pythie, alors il va la Pas de jour chercher, férié, moi. il la sort de là la nuit et il lui dit non, j'ai besoin de ton oracle. Alors la Pythie lui dit mais personne ne peut t'arrêter, mon enfant. Il lui dit très bien, je te remercie pour ton oracle, c'est tout ce que je voulais entendre. Alors je voulais appliquer la même chose Absolument. à Nicole de Lépine, qu'on ne peut pas arrêter. Non Merci. plus, hein. Absolument. Alors, c'est génial. Parce qu'ils ont plein de questions, mais qu'ils aient... Non, mais il ne faut pas qu'ils restent frustrés C'est et qu'ils rien. croient qu'on ne veut pas leur répondre. Non, bah non, c'est notre style sans doute. Hein. On va quand même pas faire la même chose que les autres. Donc, bien sûr, sur le site, vous pourrez poser des questions. Et puis, si ça a le succès qu'on a espéré, bah, Nicole va revenir. Hein, parce que je pense Avec que ça grand fait plaisir, ma plaisir. grande. Tu t'es Bah, pas trop non, non, embêtée, non, c'était non, bien. non, ça non, fait c'est bien de sympa, voir, hein. absolument. C'est thérapeutique, nos émissions. Bah oui, puis c'est important d'informer, quoi, parce que nous, enfin moi je suis un vieux machin, mais moi j'ai des petits enfants et des petits Tes enfants. casaques comme des brilles. Hein. Ah là là, les débris sont casables. Mais c'est parce qu'on vit, parce que justement on n'est pas mort avant d'être mort, quoi. Magnifique. Et C'est voilà. pas une leçon, mesdames et messieurs. Eh ben, on n'a plus qu'à conclure et on vous remercie de nous avoir Voilà, et puis suivis. merci de ce Nicole, merveilleux merci. décor, En parce direct de que Genève. en direct de Genève, C'est vrai, en absolument. plus, hein. C'est vrai en Donc, plus, bonne absolument. soirée tout le monde. Et merci à d'avoir vous. été là. Merci nos spectateurs. Merci tous les deux. Et on va refermer ça gentiment en vous souhaitant une très bonne soirée. On n'a plus qu'à courir de notre côté. Voilà, merci beaucoup.